Cette hebdo-édition du dimanche 16 avril 2023, bien le bonjour au Cameroun, bien le bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur STV. Ce dimanche, deux thèmes nous intéressent. On parle de la recrudescence des crimes de sang au Cameroun. Mutation, le journal, le quotidien enregistre pas moins de 8 crimes depuis le début de l'année entre la boucherie de Nangaï Boko, cette jeune fillette de 12 ans battue à mort par son oncle, et même cette dame retrouvée sur la route de l'aéroport Simalène à Yaoundé, morte également, tuée. On parle donc de ces crimes ce dimanche. Qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence de crimes au Cameroun? On parlera également de la couverture santé universelle. Après de multiples reports, la couverture santé universelle est finalement effective au Cameroun. La première phase de ce projet vient d'être lancée par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Une phase dite pilote qui prendra en charge les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes vivant avec la tuberculose, le VIH-Sida et les personnes souffrant d'insuffisance rénale. À en croire le ministre Santé, le panier va s'ouvrir progressivement. À peine lancée, la couverture santé universelle CSU enregistre déjà de vives critiques. On essaiera de comprendre pourquoi. Donc, on reçoit ce dimanche sur le plateau Brice Djolako du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Ma sœur Léla, bonjour. Bonjour également à tous ceux qui nous accompagnent sur ce plateau. Je voudrais profiter de l'occasion comme un rituel pour dire à mes compagnons de lutte politique qui croupissent encore dans les fours crématoires de la dictature de Yaoundé, qui meurent encore dans des camps de concentration de la dictature ici à Douala, de leur tenir bon. Je leur passe ce dimanche et je pense également que l'histoire est de leur côté. Une fois de plus, merci d'avoir invité le MRC. Merci en tout cas d'être avec nous. À côté de vous, on reçoit Moïse Touk du PCRN. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Ganze, c'est un plaisir pour le PCRN une fois de plus de faire partie de votre grand dîner dominical d'analyse de l'actualité. Et c'est l'occasion aussi pour moi de saluer mes copanélistes que j'ai le plaisir de retrouver ici, sur ce plateau. Et c'est un plaisir une fois de plus de, de faire partie de votre émission ce dimanche pour éclairer nos téléspectateurs et nos concitoyens qui, je pense, sont à l'affût. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, on reçoit un avocat, Maître Achille Ledio du Social Democratic Front. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour ma chère Léla, c'est le SCF qui, une fois de plus, se sent honoré de cette invitation, de participer à ce débat dominical. Permettez que je fasse cette entrée en interpellant la haute hiérarchie militaire, le haut commandement du littoral, particulièrement les autorités en charge de la contravention routière située au niveau de Souza ou alors à l'entrée de Souza. Je voudrais les interpeller à regarder ce qui se passe là-bas actuellement parce que c'est du n'importe quoi là-bas. Je voudrais également profiter de cette antenne pour dire à la population qui nous écoute que lorsqu'on vous prend, vous avez le choix, soit de payer les 25 000, puisque c'est une infraction de 4e catégorie, soit vous vous faites entendre sur procès verbal, on vous laisse partir et avec vos pièces personnelles et avec vos pièces de voiture. Ne faites pas de risques, ne faites pas de violence avec ces autorités. Merci. Merci en tout cas d'être avec nous, Maître Ledio. À côté de vous, on reçoit une enseignante, sociologue, le docteur Marcel Simon. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour aux copanélistes. C'est un plaisir immense pour tout le monde de se retrouver, pas chaque dimanche, mais les dimanches lorsque c'est possible, sur votre plateau pour débattre de l'actualité. Permettez-moi, juste en passant, de dire non seulement un bonjour particulier, mais de vives félicitations à la 3e cuvée des sénateurs qui, pour moi, à partir d'aujourd'hui, sont considérés comme des vrais sénateurs, entre guillemets, parce qu'ils ont porté tous les attributs nécessaires. Oui. Hier, 15 heures au Palais de Congrès, alors félicitations une fois de plus, et plus particulièrement, félicitations au professeur Charles Boy-Mouassala. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. On repart avec vous pour parler justement du premier sujet. Je le disais, la recrudescence des crimes dits de sang au Cameroun. On va justement à Nangaï Boko. Comment est-ce que vous avez vécu le meurtre de ces six personnes
dans un domicile. Les corps ont été retrouvés il y a quelques jours seulement. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Naturellement, comme tous les Camerounais, on croyait que c'est un film, parce qu'on ne peut tenter de comprendre naturellement ou du moins normalement un tel phénomène. Oui. Mais malheureusement, lorsqu'on entre sur le plan scientifique, on comprend rapidement qu'on s'inscrit, n'est-ce pas, dans la sociologie du crime. Et d'ailleurs, plein d'auteurs en ont fait leur cheval de bataille. Nous avons Philippe Robert et même Émile Durkheim qui en a fait son cheval de bataille. Oui. Lorsqu'il le considère, lorsqu'il amène les uns et les autres à considérer les crimes comme un fait social et directement comme des choses, simplement pour expliquer qu'il y a un ensemble de paramètres, n'est-ce pas, de facteurs intrinsèques qui entrent dans la compréhension du comportement du criminel, contrairement à ce que nous dirons forcément les psychologues ou les anthropologues qui mettront leur centre sur l'aspect psychologique, biologique et tout ce qui est intrinsèque, intérieur à nous. On va se rendre compte très clairement que c'est des facteurs intrinsèques qui impactent, qui impulsent, n'est-ce pas, un certain comportement violent dans la société et qui amènent les uns et les autres à changer ce que Bourdieu va appeler les habitus. Donc malheureusement, nous sommes dans un contexte qui est animé par une certaine violence. Et puis, il ne faudrait pas, d'ailleurs je laisse souvent, c'est l'un des éléments que je prône sur des plateaux, lorsqu'on parle de la violence, on veut seulement arriver à une violence extrême comme celle-là où c'est directement le crime, où des gens sont morts. Non, les Camerounais de plus en plus développent un comportement de violence à tous les niveaux, je le dis très bien, même sur le plan de la communication, même sur le plan des échanges, même sur le plan, on a l'impression qu'il y a une catégorie de personnes qui ne supportent plus la contradiction. Et une fois que vous n'êtes plus en accord avec quelqu'un, tout de suite c'est la violence, tout de suite c'est le rejet, tout de suite c'est toute une théorie de complot, moi je vais dire ça comme ça, qui est construite autour de vous et qui amène les uns et les autres à développer une certaine haine, une certaine trahison vis-à-vis de certaines personnes. Donc il est vivement important que l'environnement social soit revisité et que de nouvelles normes et contrôles sociaux soient établis pour qu'on retrouve, n'est-ce pas, un certain équilibre social possible. Maître Achille Diop, pour rester sur le cas du crime de Nangaï Bourou, comment est-ce que vous avez pris le fait de l'annonce selon laquelle le principal suspect a été retrouvé mort, il se serait suicidé dans sa cellule? J'étais très indigné. J'étais très indigné parce que, voyez-vous, la police, notamment ceux qui étaient en charge de ce dossier, ont fait preuve d'un peu de légèreté. Le carnage de Nangaï Bourou aurait voulu qu'on interroge véritablement le principal suspect pour comprendre les mobiles de son action, parce que c'est effroyable. Comment comprendre la recrudescence des crimes de sang au Cameroun? C'est difficile à comprendre. Mon analyse personnelle, c'est que aujourd'hui, les Camerounais sont beaucoup stressés. Le poids de la vie. Et puis, comme disait le docteur, l'absence de contradiction. Voyez-vous, nous sommes à une ère où la technologie amène une tranche de la population, notamment jeune, à poser n'importe quel type d'acte, à ne plus s'attacher aux repères sociaux. Je m'en voudrais également si je ne mettrais pas au centre de ces responsabilités les dirigeants. On aura le temps d'établir les responsabilités au fur et à mesure qu'on va avancer dans le débat. Vous comprenez, ma chère, que tellement les Camerounais sont dans une situation qu'ils suffoquent. Oui. À la moindre occasion, ce sont des rixes. Et cela se justifie. Je vais dire, les anthropologues, les sociologues vous expliqueront qu'en réalité, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui est infesté, pas parce que l'être humain lui-même
en est, je vais dire, un mauvais. Non, c'est justement parce que il suffoque, il n'a plus les moyens véritablement de vivre convenablement. À la moindre petite étincelle, c'est la violence. Prenez un exemple, et je vais sortir par là. Lorsqu'un cadet aujourd'hui se comporte mal, une fois que vous cherchez à le recadrer, vous allez voir la riposte. La riposte sera disproportionnelle au point où vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait là? Le simple fait de recadrer ce petit, on ne fait pas ça, on ne fait pas là. Mais si vous ne prenez pas vous-même, faites pas attention, il s'en prendra à vous physiquement. Donc, vous avez dit qu'on va établir des responsabilités, c'est en établissant, autant pour moi, c'est en établissant les responsabilités que vous allez mieux comprendre la recrudescence des crimes. Alors, monsieur, est-ce que le contexte camerounais, partant de ce qu'affirme Maître Lodjo, est-ce que le contexte camerounais, chômage, cherté de la vie, inflation, est-ce que ce contexte-là peut suffire à expliquer ce qui se passe en ce moment? De toute façon, il explique en grande partie, parce que nous vivons dans un contexte de misère. Le mot n'est pas petit à évoquer. Le Camerounais est paupérisé, et ce depuis plusieurs années en fait. On arrive à une situation où quelqu'un n'arrive plus à envisager l'avenir, parce que le stress quotidien est tellement fort qu'il manque en réalité de moyens pour pouvoir non seulement assumer son présent, mais aussi envisager l'avenir. Et ça pousse à ne même plus être attentif à ce que l'autre pense, à ce que l'autre ressent. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà donc dans la situation que les Camerounais vivent. Mais si tu es déjà un poids pour toi-même, parce que tu n'arrives pas à respecter, ou alors, comment on dit, à assouvir tes besoins personnels, les plus secondaires d'ailleurs, comment seras-tu attentif à l'autre? Là, vous évoquez le cas de Nangaï Boko, c'est pratiquement un carnage, comme l'a dit Maître. C'est-à-dire, arriver à ce stade-là, ça montre comment nous sommes devenus sauvages. Mais est-ce que nous sommes devenus sauvages parce que c'est entièrement de notre fait, ou entièrement de notre propre volonté? Bien sûr, un peu, mais nous vivons dans un contexte qui ne nous aide pas beaucoup. Dans un contexte qui ne nous aide pas beaucoup. Tout à l'heure, nous allons revenir aux responsabilités. La première responsabilité est d'abord la nôtre. Nous ne sommes plus attentifs à nous-mêmes. Oui. Nous ne sommes plus attentifs à nos frères, à nos sœurs, à nos parents. Oui. Vous voyez, moi qui suis un peu proche des milieux scolaires ou éducatifs, vous voyez le niveau de désengagement ou alors de détachement que la plupart des parents et même des enfants ont vis-à-vis de leurs parents pour les enfants ou de leurs enfants pour les parents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette... on a l'impression qu'il n'y a plus ce rapprochement-là, ce suivi parental. Ça, c'est lorsque les meurtres sont commis par des plus jeunes, mais parfois également. Effectivement, parfois, il y a pas des adultes. Des adultes comme le cas de ce monsieur qui a tué son épouse, la soupçonnant d'infidélité entre guillemets. Il a tué son épouse et il s'est donné la mort par la suite. Donc il y a des adultes également. Effectivement, parce que, écoutez, quelqu'un qui est attentif à la famille, il faudrait qu'il essaye, je ne sais pas si un temps soit peu. Je ne veux pas le juger parce que ces choses sont tellement, comme l'a dit docteur, c'est vraiment il faut questionner un grand nombre de paramètres. Mais est-ce qu'il a pensé un temps soit peu à la famille de cet homme? Par exemple. Est-ce qu'il a pensé à sa propre famille? Est-ce qu'il a pensé au regard qu'on pouvait... J'ose croire que oui, mais je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent actuellement et qui sont liées non seulement à notre propre comportement. Quand vous dites des choses qui nous dépassent, vous parlez qui nous dépassent, qui vont au-delà de notre propre volonté. Le contexte économique, oui. Par exemple, le contexte social. Par exemple, je disais tout à l'heure qu'il n'y a plus de rapprochement, il n'y a plus cette cohésion-là, la cohésion sociale au Cameroun, que ce soit d'abord au niveau de la famille, comme au niveau, c'est pas moi, professionnel ou affectif, puisqu'on n'y est plus tellement. Donc, il y a donc
cette situation-là, mais il y a aussi que le contexte politique de gouvernance, on va y revenir, ne nous aide pas beaucoup. Parce que j'aurais bien attendu, espéré même, une sortie, par exemple, du ministère des Affaires sociales, de Madame la ministre des Affaires sociales. Je vous assure, on enchaîne pratiquement 6 féminicides, mais aucune sortie, ne serait-ce que de Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille. On se demande à quoi sert ce ministère, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire, est-ce qu'il n'y a pas des mesures à prendre, est-ce qu'il n'y a pas des interpellations, des exhortations à faire. Alors si on arrive à là, un crime, ça passe, 2 crimes, ça passe, 4 crimes, ainsi de suite, ça s'enchaîne. Aucune sortie des responsables autorisés ou compétents en la matière. Alors là, nous sommes dans un capharnaüm total. Alors, Brice, avant de revenir sur ce silence très souvent décrié du ministère des Affaires sociales, du ministère de la promotion de la femme et de la famille pour des cas comme celui-ci, comment est-ce que vous analysez la recrudescence de ces crimes? Est-ce que le Camerounais a encore cette faculté-là à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal? Vous savez, je vais m'exercer à quelque chose un peu très sensible. Comme je l'ai fait ailleurs, je pense que j'étais avec Madame Simon, où je disais tantôt qu'académiquement, on nous enseigne que toute crise politique est d'abord sociale. Oui. Seulement, la crise subit une phase qu'on appelle la phase de politisation. Et c'est cette phase, au courant de cette phase-là, que la crise prend de l'ampleur et nécessite l'intervention des décideurs ou non, du moins des personnes qui portent la voie publique. Et la recrudescence des crimes, infanticides, féminicides, tout ce qui est le site que vous connaissez, est allé de façon crescendo. Ailleurs, je l'ai dit, et ici je redis encore, dans les années 2000, lorsque nous étions, je pense 2009, lorsque nous étions au lycée, et particulièrement au lycée Leclerc, pour ne pas faire la publicité, nous avions connu un phénomène qu'on appelait le phénomène de la wash. Je pense que nos aînés ici, même sur le plateau, ont connu le même phénomène. C'est-à-dire, ça se passait comment? Vous sortez de l'école, un mercredi à midi, une fois arrivé hors de la barrière, il y a des personnes vraiment musclées qui se présentent devant vous et vous dépouillent de tout ce que vous avez. C'est-à-dire, vous avez des livres, ils vous prennent ces livres, vous avez des chaussures, ils vous prennent des chaussures, par moment vous rentrez à pied. Sauf que ce crime n'a jamais été puni par ceux qui sont responsables de le faire. Ensuite, dans les années 2012... Dans ces cas-là, qui étaient responsables, les responsables des écoles ou alors vous interpellez l'État? Lorsqu'on parle des responsabilités, ceux qui encadrent les élèves, ceux qui encadrent les étudiants, je pense que sont les agents étatiques. Pour la plupart, du moins en ce qui concerne le secteur public. Voilà. Les agents de l'État avant les directeurs de ces écoles. Un proviseur n'est pas un agent de l'État, Madame Léla. Un proviseur n'est pas un agent de l'État. Un censeur n'est pas un agent de l'État. Lorsqu'on parle de hors de la barrière, je pense que là, dans le lycée où j'ai écrit, il y a une gendarmerie à côté, il y a une brigade du quartier général à côté, il y a même l'assemblée générale à côté, bien protégée. Il y a la brigade de Mylène qui est juste à 300 mètres. Je parle d'un environnement que je maîtrise bien et que ce crime-là se passait là, du jour au lendemain. Alors, le crime est resté impuni par ceux qui ont la responsabilité de décider à ce niveau-là. Dans les années 2013, nous avons connu ce qu'on appelait généralement le phénomène des gros bras. C'est-à-dire pour les cas de litige foncier, quelqu'un, même des hauts responsables de ce régime, ils s'en vont chercher des personnes qui font de la musculation, qui ont le biceps tellement énorme, qui viennent, ils vous tabassent sur votre propre bâti, et puis vous contraignent de partir. Vous comprenez bien? Ce crime s'est passé, ou alors ces crimes se passaient particulièrement ici à Douala. Mais malheureusement, jamais on a vu le gouverneur prendre des mesures. Jamais on a vu le préfet prendre des mesures. Jamais on a vu des responsables des forces de sécurité prendre des mesures pour endiguer cela. Dans la suite, ça s'est développé. Les gens ont pris goût à faire du mal aux autres. Ça s'est développé et quelques années plus tard, nous avons connu le phénomène que vous avez vu à Maquia. Et ensuite, on a également connu le phénomène des microbes. Les microbes n'étaient pas encore un phénomène anodin, non, ce n'était pas un phénomène spontané. Il y a eu développement au fil du temps. Il y a eu accentuation des faits au cours du temps, où les gens ont pris goût à poser des actes dans l'impunité totale
sans être inquiétés, sans être interpellés. Et au fur et à mesure, nous voyons le crime se développer et passe d'une étape simplifiée à une étape grave. Bien ensuite, vous avez vu le cas de Nanga et Boko, où un monsieur, sans foi ni loi, se permet de tuer toute une famille, femmes et enfants. Et miraculeusement, on nous fait comprendre qu'il serait décédé, qu'il est décédé. Lorsqu'on parle même au conditionnel, on est un peu prudent là-dessus, qu'il serait décédé dans sa cellule des suites de suicide. Mais on se pose la question, selon ce que les responsables nous font comprendre, que lorsque vous entrez en cellule, on vous dépouille de tout objet dangereux. Jusqu'à la ceinture, on vous dépouille de votre ceinture. On met à côté, on enregistre dans comment on appelle ça? Un registre. Dans un registre. Et on dépose à côté. Le jour où vous sortez, non, les sous-vêtements ne peuvent pas vous servir de suicide. Soyons sérieux. Nous sommes sur un grand plateau. Les lacets, la ceinture. Et c'est ce sous-vêtement qui aurait... On nous fait comprendre. C'est ce qu'ils nous disent. Mais c'est ce qui est possible. C'est ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire, du moins, on vous dépouille de tout objet dangereux qui peut vous servir de suicide. Et puis, on enregistre dans la rue même pour rendre. Le jour où vous allez repartir, on vous remet ce qui vous appartient. Alors, on nous fait donc comprendre miraculeusement que celui-là se serait suicidé dans sa propre cellule. Alors, la première des questions, ou alors la problématique que nous pouvons poser, c'est que d'abord, à qui profite le crime? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, c'est que s'il y a réellement crime, pourquoi ce crime est resté impuni? Si nous voulons tenter de répondre à cette problématique, nous allons nous rendre compte, d'abord, les crimes n'ont jamais été punis, pourtant il y a les acteurs. Certains acteurs ont même été interpellés, mais relâchés plus tard. Il faut le dire avec beaucoup de courage. Relatés plus tard. Même dans nos sous-quartiers, ceux qui viennent généralement nous agresser, en partant, ils nous disent « je reviens dans 2 jours ». Et il revient dans votre quartier et vous dit « est-ce que vous avez vu lui ?» Ça, c'est la première réponse qu'on peut donner à la première question. Ensuite, s'il y a crime, pourquoi les gens ne sont pas interpellés? Justement parce que les crimes profitent à certains ponts bien tapis qui instrumentalisent ces jeunes-là à leur propre fin et non pour l'intérêt général. Donc, ne soyez pas surpris qu'après Nanga et Boko, il y en aura encore d'autres. Dans la mesure où nous restons dans l'impunité totale. Mais à un moment, nous nous sommes posé la question, nous tous les acteurs politiques nous sommes posé la question, qu'est-ce qui coûte au gouverneur de la région du littoral d'extirper, de maquiller tous les mauvais grains? Ça coûte quoi à monsieur le gouverneur? Même pas 2 jours. À moins de 24 heures, il peut nettoyer Maquia. À moins de 24 heures, il peut nettoyer toutes les zones d'insécurité, ce que vous appelez les villes difficiles, les quartiers difficiles. Il a le pouvoir de le faire et ils peuvent le faire. Mais lorsque vous vous rendez compte, après enquête menée, que certains vous disent que non, il y en a qui sont les enfants des hauts placés, mais qui ont raté la socialisation. Je parle sur le contrôle du sociologue. C'est-à-dire qu'ils ont raté la socialisation. Vous comprenez donc dans quelle mesure ces gens ne peuvent pas prendre le courage d'aller arrêter leurs propres enfants qui sont la terreur dans les quartiers. Et si je veux encore avancer, vous ne m'avez jamais rien refusé. Vous terminez, Brice. Vous allez vous rendre compte que ces enfants, généralement qui ont raté la socialisation, viennent pour la plupart des cas de l'extérieur. Il faut l'avouer. Ils ont fini de consommer de la drogue dans certaines universités. On les a rapatriés dans leur propre pays et ils reviennent encore inculquer cette mauvaise mentalité. Parfois. Mais qu'est-ce que vous dites des cas où ça se passe en 4e? Les enfants n'ont jamais quitté le territoire camerounais. Ils sont en 6e, 4e, seconde. Vous savez, prenez un centre éducatif comme par exemple l'université de Douala. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit ici à Douala qui ait tapis des boîtes de nuit, des snack bar dancing comme Ange Raphaël. Allez regarder dans tous ces boîtes snack bar dancing, les qui fréquentent ces milieux-là, autour de l'université. Vous verrez qui sont les enfants qui fréquentent. Ce sont des enfants de qui? Ce ne sont pas des enfants des pauvres citoyens. Ce ne sont pas des enfants des laissés pour compte comme nous autres. Est-ce que ce que vous dites, c'est que c'est vérifié? Alors, et c'est de là où certains apprennent des mauvais comportements, développent également, c'est là où
je pense que vous avez parlé, Oui, développe également des mauvais comportements et inculque à ceux qui sont bien éduqués. Merci Brice. Docteur, pour aller avec vous, j'imagine que vous allez vouloir dire un mot sur ce qu'a dit. Alors, pour aller... Alors, pour aller avec vous sur le plan, sur un terrain un peu plus sociologique, on remarque que la plupart de ces assassins, les crimes que répertorie Mutation depuis le début de cette année, la plupart de ces assassins choisissent soit d'égorger, de mutiler, bref, de faire souffrir amplement les victimes. Est-ce que ça s'explique sur le plan sociologique ? On n'a pas une explication propre au degré de la violence, parce que vous voulez classifier les violences à ce moment-là. Mais ce qui est important en science, c'est l'acte qui est posé, parce que quelle que soit la méthode, le moyen, on est arrivé à une perte de vie humaine. Mais ce qu'il faut questionner là-dedans, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Il ne faudrait pas que des gens, à chaque fois, parce qu'ils veulent montrer leur haine et leur degré de détermination par rapport à un régime ou alors par rapport à un système, passent le temps à réveiller même des histoires endormies, des fossiles. Vous vous souvenez avec ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital de la Quintini? Non, il y a des situations sérieuses. Il faudrait bien qu'on s'arrête à un moment et qu'on ne pense pas que le Cameroun est un pays à part. Non, parce que le Cameroun, j'ai pas envie de dire que si l'on commence à compter les pays les plus criminogènes au monde, le Cameroun n'en fait pas partie. Mais il ne faudrait pas que, parce que ça ne fait pas partie, que ces situations n'attirent pas notre attention. Et justement, j'insiste sur l'attention que ça devrait attirer par rapport aux actions des hommes politiques, des acteurs de la société civile, de nos gouvernants, en fait, du peuple camerounais que nous sommes. Parce que nos propos, notre manière de percevoir les situations, le fait social, notre façon de l'analyser à chaque fois, notre façon de l'expliquer aux citoyens lambda, qui n'a pas la chance et la capacité de comprendre comme nous, peut amener malheureusement chaque fois les populations à développer davantage la violence sans s'en rendre compte. C'est pas normal que sur un plateau comme celui-ci, que l'on vous dise que des enfants qui sont anarqués en chemin dans les routes se sentent impuissants parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas suivis. Non, nous savons tous les actions que les proviseurs, les censeurs ont menées dans leurs différents lycées. En fait, ce que Brice dit, c'est qu'elle se passer à l'extérieur des établissements scolaires. Oui, et ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que j'y arrive. Lorsque c'est à l'établissement ou alors aux alentours de l'établissement, cela incombe à l'établissement. Il y a un périmètre qui est délimité par l'établissement et toute action qui se pose à ce niveau-là est à la charge de l'établissement. Mais maintenant, si lorsqu'on parle du retour de l'école et que vous fréquentez, je dis quelque chose de banal, au lycée d'Aqua, et qu'une situation malheureuse vous arrive au niveau des dos, ça ne voudrait pas dire que l'établissement n'est pas impliqué. Du fait simplement que c'est son élève qui a été agressé. Voilà une implication qui s'impose. Mais là maintenant, il faudrait d'autres forces vivent pour amener les uns et les autres à agir. Et en ce moment, je parle de quoi? De la dénonciation. Il ne faudrait pas qu'on se comporte souvent avec les citoyens comme si les forces de l'ordre étaient des super magiciens, les gouverneurs étaient des super, je ne sais pas trop, des gens qui ont une force. D'ailleurs, le gouverneur, les forces de l'ordre le disent très souvent, que les populations accompagnent-nous à assainir nos villes. Et tout ceci passe par quoi? Par la dénonciation, parce que j'ai souvent démontré aux familles que ces enfants qui volent, ces junkies qu'on retrouve au niveau de Maquia, ces enfants qu'on retrouve au niveau des DEA, ces coupeurs de route, excusez-moi Léla, c'était nos enfants, c'était nos petits frères, c'était parfois même nos maris, pour dire c'était les nôtres. Et qu'est-ce qu'il fallait faire à un moment? La solution, une solution rapide a été trouvée simplement parce qu'on s'est assis et on a dit non, on ne peut pas les laisser faire de telles choses. On a dénoncé. Et vous convenez avec moi, une fois qu'on a dénoncé, l'État, les autorités ont pris les choses, le taureau par les cornes. Donc à un moment, arrêtons un peu de démontrer aux gens qu'au Cameroun, rien n'est fait, c'est un laxisme total, c'est ceci, c'est cela. Non. Pourtant, nous avons un rôle important que nous devons jouer. D'abord, nous, la famille. D'ailleurs, je l'ai senti dit dans ses propos, lorsqu'on parle de la socialisation, directement, on s'interroge, on se retourne vers la famille, qui est la première cellule de socialisation. Et lorsque je parle famille, qu'est-ce que je verrais? Je vois moi, je vois toi, je vois nous tous.
C'est-à-dire nous avons également un rôle à jouer. Et heureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on va entrer dans la classification, dans l'identification des rôles, moi je serais très ravie de vous démontrer que le premier échec parfois détourne de la maison. Puisque quelqu'un nous disait, l'homme naît bon, mais c'est la société qui le transforme. D'accord. Alors, maître, tout à l'heure, vous disiez qu'il faut également chercher dans le contexte actuel, la vie chère, le chômage, l'inflation. Est-ce qu'il faut comprendre que les Camerounais de cette époque-ci, 2020, 2021, sont plus violents que les Camerounais d'antan? Oui. Je réponds rapidement par l'affirmative. Les Camerounais d'aujourd'hui sont devenus très violents, puisque le contexte même, je vous ai dit, le contexte s'y est. Nous vivons dans une société où nous suffoquons, je le dis encore une fois de plus. Le Camerounais est laissé à lui-même. Avant de dérouler mon exposé, mon argumentaire sur ce point, permettez que je fasse 2 ou 3 observations qu'a dit le confrère du MRC. En réalité, quand moi je viens sur un plateau comme celui-ci, je dis ce qui est la vérité, et parce que je suis un homme de terrain depuis des années. 21 ans en politique, ça se mérite. Le phénomène de gros bras, c'est un phénomène qui a longtemps sévi dans la ville de Douala, particulièrement dans les villages Yassa. Quelque part les Jacoma aussi, parce que c'est où les terrains étaient tellement disputés. Il y avait toujours les litiges fonciers, double vente, escroquerie foncière. Mais laissez-moi vous dire, soyons honnêtes, il y a un préfet qui a combattu ce phénomène avec toute son énergie possible, le préfet Paul Nassiri Béa. Donc, je vous dis, j'étais dans j'avais des affaires concernant ces gros bras, où à un moment donné, quand il comprenait à faire gros bras, quel que soit ce que vous allez dire, il va d'abord vous mettre en garde à vue administrative. C'est après son départ pour Yaoundé que le phénomène de gros bras a repris de l'ampleur. Pourquoi? Parce que l'autorité administrative qui est venue n'a pas eu la même main forte pour juguler ce phénomène. Maintenant, ce qui se passe autour de nos établissements, il faut dire que je donne maintenant raison à M. Brice, qui en réalité démontre que le gouvernement de la République réagit mais n'agit jamais. Jamais. C'est-à-dire que vous n'allez voir aucune politique mise en place pour juguler ce genre de phénomène. C'est quand vous allez entendre qu'on a pris un enfant, on a, comme pour parler au quartier, on a taxé un enfant, ou alors dans cet établissement, ce phénomène-là se passe. C'est là où vous allez voir les autorités du chargé de la sécurité du périmètre maintenant réagir. Or, ils pouvaient bien poser des actions qui devaient éviter ce genre de choses. Les Camerounais sont devenus très violents aujourd'hui. Justement, vous voyez, la vie chère, le panier de la ménagère, le salaire. On vient de nous dire que le SMIC a pris un peu de la hauteur. Mais ça, c'est sans vous dire que les impôts qui sont coupés là vous ramènent au même montant que par le passé en termes de net perçu. Maintenant, est-ce que le Camerounais réussit aujourd'hui à s'en sortir? Le contexte politique, je vous le dis, je suis sur le point de faire le départ des responsabilités. D'accord. Le premier responsable de la situation, c'est le gouvernement de la République qui, en réalité, ne fait rien pour que la sécurité soit véritablement établie. Quand on parle de sécurité, à un niveau simple, prenons les forces ordinaires. Nous avons la gendarmerie. Nous avons la police avec ses différents démembrements. Si vous voulez, on parle de la sécurité publique, on parle de la surveillance du territoire, on parle du commissariat spécial ou alors la police spéciale. On va vous parler de l'intervention et ce qu'on appelle ici équipe d'intervention rapide. Je profite également de cette occasion pour adresser un satisfecit, n'est-ce pas, aux responsables des équipes d'intervention rapide qui, actuellement dans la ville, essaient de faire un sacré boulot. Pourquoi? Parce que cette semaine, je suis un homme qui observe beaucoup.
Cette semaine, j'ai pu avoir cette équipe autour de 2 heures la nuit. Je dis dans un quartier très reculé de la ville. Je sortais déposer parce que j'ai certains employés, disons-le comme ça, qui ont fermé très tard. Fallait, pour les sécuriser, il ne faut pas les laisser prendre la moto. Quand je les laisse pour rentrer chez moi à PK15, je vous jure, je les ai tamponnés sur ma route très tard dans la nuit et j'ai félicité. J'avais voulu prendre même l'immatriculation pour dire voilà le véhicule que j'ai pris. Ils étaient en train de sillonner les quartiers et c'était des rues dangerogènes. Là, j'ai apprécié. Donc, je disais, quand vous prenez la gendarmerie, la police et tous ces démembrements, vous vous rendez compte que nous avons de la matière, nous avons des unités, mais sauf que ces unités, pour la plupart, sont des brebis galeuses. Ils doivent arriver, au lieu de faire le travail, chercher à raqueter seulement la population. Brice disait, pourquoi arrêter et laisser? Et justement, vous allez les voir souvent, ils prennent dans la nuit une moto suspecte. Et c'est une moto volée. Vous voyez ça derrière le pick-up. Mais avant d'arriver au carrefour à Jeep, ils ont déjà pris l'argent au gars et dit que porte ta moto, tu pars avec ta malchance. Et le gars va prendre la moto, continue à faire le travail. Qu'est-ce qui empêche d'éradiquer? Je prends seulement le cas de, je vais prendre 3, Bilongué, Brazzaville et Makia. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement, mieux le gouverneur du littoral ou le préfet du Vouri, de mettre sur pied une force mixte, police, gendarmerie et même, je ne sais pas trop, il y a le GPIC qui est là, qui est une unité spécialisée, pour déloger ces gars, puisque les dealers sont là. Est-ce que vous savez que les commissariats, les gendarmeries partent dans ces ghettos-là prendre le droit de terre? J'ai été adressé. Je suis dans cette même nuit descendu dans ces ghettos-là, leur dit c'est moi, je suis également de ce quartier, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous savez ce qu'un autre gars m'a dit? Grand frère, laissez rentrer. J'ai dit ok. Je vais aller voir avec le commissaire le plus proche. Ils nous ont dit, vous parlez de quoi? Ceux qui viennent ici avec la moto, ils sont souvent 2. Ils viennent avec la moto, ils prennent le droit de terre au dealer et ils repartent. Ce que je dis, c'est vrai. Je ne veux pas citer cette unité de police là. C'est-à-dire, ils descendent, donnent, ils raquettent et ils repartent. Vous comprenez que c'est un marché. Si la violence continue chez nous et on ne fait qu'observer, c'est justement parce que les autorités en charge de notre sécurité connaissent que c'est un business, un grand business qui se rente. Alors, Monsieur Tox, à en croire Maître Achille Ledjo, les Camerounais d'aujourd'hui sont plus violents que ceux d'antan. À quel moment est-ce que la rupture s'est faite? Je veux dire, sur quelle base est fondée la société camerounaise aujourd'hui? La société camerounaise, parler de la société camerounaise, c'est assez vaste. Mais nous savons que l'avènement de la démocratisation nous a certes beaucoup aidé, mais la façon de gérer cette démocratisation, c'est-à-dire cette libéralisation des choses économiques, avec après les PASS, les programmes d'ajustement structurel, et surtout se laisser aller contre que le gouvernement ou alors l'État camerounais oui, je veux dire le gouvernement, merci, a laissé s'instaurer en abandonnant le citoyen camerounais face à des groupuscules de personnes qui détiennent les moyens de production, les entreprises, les marchés, les banques et tout le reste. Vous voyez, je prends ne serait-ce que la loi portant code du travail qui n'est qu'un des quelques éléments de cette loi. En réalité, n'est plus d'actualité parce qu'elle met l'employé à la merci du patron
il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de venir s'accaparer ce que le patron. Mais il s'agit au moins, parce que on entre là dans les sources de la violence, absolument. Quand quelqu'un trouve qu'il travaille, que son travail, il ne gagne pas le fruit du travail qu'il consent ou qu'il fait, qu'il effectue, et qu'il se rend compte que les uns s'enrichissent encore plus, et que lui, parce que c'est le cas de beaucoup de Camerounais qui sont proposés, qui sont, on dit quoi, les Camerounais sont tous des prolétaires, à quelques petites exceptions près. Il y a de plus en plus un vent d'entrepreneuriat, mais ce vent d'entrepreneuriat, je vous assure, ça va comme ça, à gauche et à droite, parce que ce n'est pas encore suffisamment cadré. Et c'est même un autre facteur de stress, une autre source de stress. Donc je veux dire, rien que au niveau de cette loi qui laisse l'employeur à la merci de l'employeur, sous le regard silencieux parfois de l'État ou du gouvernement, alors là, c'est pour vous dire, donner tout simplement un élément. Et je vais revenir sur l'autre aspect. Un autre aspect est celui, n'est-ce pas, de nos rapports entre nous-mêmes, entre nous Camerounais. Et ça interpelle toujours la responsabilité du gouvernement. On parle de féminicide. Ça fait 6 assassinats de femmes. La plupart sont des femmes. On ne sait pas si elles sont épouses. On sait de toute façon que ce sont des filles mères. On sait que ce sont des filles pour la fille qui a été assassinée avec tous ses enfants. Mais attendez, ça interpelle au moins le ministère des Affaires sociales. Je vais revenir là-dessus. Regardez le nombre, le pourcentage de filles mères aujourd'hui. Vous pensez que ça ne devrait pas interpeller au moins au niveau de leur protection, parce qu'on parle de protection, on a nommé à grand faste tout un ministère de la protection de la femme et de la famille. Je vous assure, dites-moi si on protège, ne serait-ce que promotion. La femme. Ne serait-ce si au moins le mot protection. Promotion de la promotion, femme. Si on promet au moins, vraiment, la réponse va de soi. Donc, il y a un encadrement à faire, au moins à ce niveau, au niveau de la jeune fille, dès son bas âge, la préparation qu'il y a à faire. Ça ne demande pas de boire tout l'eau de l'océan Atlantique ou tout l'eau de la Sanaga. Ça demande tout simplement de préparer au niveau des établissements, au niveau des délégations, au niveau même des structures de quartier, répertorier toutes ces jeunes filles, celles qui sont en situation de vulnérabilité, parce qu'une femme, permettez-moi de faire un peu on va dire que c'est fait du sexisme, ou pas. La femme est vulnérable. La femme est vulnérable, la femme a besoin de protection. Et il faut la promouvoir. Il faut la promouvoir. Et si on n'arrive pas à la promouvoir, on arrive tout simplement, ou à la protéger, on arrive tout simplement à ce genre de situations, ou des jeunes filles ou des femmes. Qui est censé protéger la femme? Bon, écoutez, d'abord, la famille. C'est pour ça que je vous ai dit, nos familles aussi. Je vous assure. La famille a un moyen pour protéger la femme. Écoutez, c'est dès le bas âge, monsieur. C'est dès le bas âge, c'est dès la socialisation en famille. Comment? C'est-à-dire, attendez, vous êtes certainement sœur, mère ou épouse. Si vous avez des enfants, des jeunes filles, des petites filles, dès leur berceau, vous devez déjà commencer à leur inculquer un certain nombre de comportements ou attitudes. Ils sont violentés. Non, ça c'est autre chose. Je parle au niveau de développement. Écoutez-le au moins, parce que ce qu'il dit est pertinent. Chaque jour vous fuyez vos responsabilités, allez-y, le monde entier. La socialisation, comment en famille? J'ai des sœurs, j'ai beaucoup de sœurs. Et je vous assure, il m'arrive en tant qu'aîné, pas forcément frère direct, il m'arrive en tant qu'aîné parfois de prendre ou alors de donner un certain nombre de directives, ou alors de conseils, pour ne pas être trop de conseils en termes de comportement. C'est déjà bon. Dans la société. Donc, comment est-ce que tu vas te comporter de la maison
à ton école, de la maison à ton lieu de travail ou de stage, et un peu plus. Donc c'est un dialogue qui commence en famille. Je veux dire, ce dialogue-là, est-ce qu'il ne devrait pas également être mené avec ceux qui sont responsables de ces violences, parfois les hommes? Vous demandez aux femmes, vous dites aux femmes, voici comment il faut se comporter, voici. Et les bourreaux? Comment fait-on pour en arriver à la situation de meurtre ou de Comment? Cet homme qui a assassiné cette fille, j'ai entendu que c'était son amant, je crois. Et attendez, ces choses ne se... Où sont nos habitudes? Où sont nos traditions? Où sont en réalité nos façons de vivre ensemble, ne serait-ce qu'au niveau familial? Cette fille connaît-elle la famille de cet homme? Cet homme connaît-il la famille de cette femme? Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, au moins dans le rapport entre eux. Et maintenant, lorsque on arrive à des situations où quelqu'un nourrit de la violence, quel est le cadre qui le contraint à ne pas le faire? D'accord. C'est là où je vais. Brice, est-ce que l'État est le seul responsable de cette situation? L'État est d'abord responsable. Je vais d'abord revenir en quelques secondes sur mon confrère vient tantôt de dire. Il y a deux concepts qu'il ne faut pas les confondre. Le concept de la socialisation et le concept de la protection. La socialisation, certes, elle est aussi l'œuvre de la cellule qui est la famille. C'est de là où part la socialisation réelle. Mais la protection ne relève pas de la compétence de cette même cellule. Ah oui. Non, il faut qu'on essaye de... Désolée, arrêtez vraiment. C'est le premier cours basique de sociologie. Hein. La famille, la même manière, elle socialise comme elle protège. D'ailleurs même, c'est le premier élément de protection. Je vous en prie, non. Je ne vais pas vous laisser dire des choses et mes étudiants me demandaient, mais docteur, on a entendu quelque chose de bizarre là. Je redis ceci. C'est par amour que je vous dis d'arrêter. Soyez pour toi, pardon. Je disais tantôt ceci. La protection ne relève pas essentiellement de la cellule qui est la famille. Il faut l'avouer. Parce que la famille... Vous commencez à nuancer. Parce que j'ai dit ceci, parce que la famille... Parce qu'au départ, vous avez nié. Apprenez à écouter. Docteur Marcel Simon, allez-y. Je disais tantôt, la famille n'a aucun moyen matériel de protéger les enfants. Il faut être clair là-dessus. La famille n'a pas une force de maintien de l'ordre pour venir à bout d'un père ou alors d'une mère qui est violente. Quel que soit, vous avez évoqué la situation matrimoniale. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas officiellement, légalement marié que vous n'allez pas, que vous allez... Je ne parle pas de légalité, vous allez subir des violences, vous comprenez? Parce que vous avez dit tantôt, est-ce que les deux familles se connaissent? Si les deux familles, vous avez parlé de la manque, peut-être si les deux familles se connaissaient, c'est que peut-être des cas comme ça ne peuvent pas se passer. C'est faux. Même ceux qui sont officiellement mariés subissent des violences. Mais le réel problème qui se pose ici, ceux qui sont chargés de rendre justice ne le font pas. C'est le réel problème que nous faisons face, que les couples font face. Une fois, le mari ou alors la femme violente, un conjoint violente l'autre, on amène dans le cadre familial, oui, on peut juger, on peut amener au niveau supérieur, c'est-à-dire dans les affaires sociales, et là, lorsque ça se poursuit, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va devant les autorités plus compétentes. Mais s'il n'y a pas de punition, à la hauteur de l'acte posé, le cycle va recommencer. C'est le réel problème. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui continuent à violenter? On vous parle d'une disparition miraculeuse, d'une mort miraculeuse, de quelqu'un qui a assassiné qui a tué plus de 3 personnes dans une famille. Et tout d'un coup, on nous dit qu'il s'est pendu avec son sous-vêtement et tout. Et vous y croyez? Est-ce que c'est normal ça? Donc c'est pour dire que l'État, c'est pour dire que le gouvernement a échoué dans sa politique de protection. Il faut le dire et il faut le marteler. C'est un fait. Si les acteurs de cette violence exacerbée, des personnes qui sont sans foi ni loi, avaient été punies
à la hauteur des actes commis. Alors aujourd'hui, nous n'en parlerons plus. D'accord. Alors, docteur Marcel Simo, Monsieur Touk a parlé tout à l'heure du silence du ministère des Affaires sociales, du ministère de la protection de la femme et de la famille, de ces deux ministères-là. Je vais vous poser une question directe, parce que voilà, vous également, vous êtes une mère, vous êtes une sœur, vous êtes une épouse. Est-ce que ce qui s'est passé à Nanga et Boko, ce qui s'est passé sur la route de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, ce qui s'est passé avec cette jeune enfant de 12 ans, battue à mort par son oncle, que la presse dit également alcoolique, est-ce que au moins ces trois affaires méritaient une sortie d'un de ces ministères, une sortie, une indignation, ou même une action visible et forte? Voilà, je crois qu'à la fin, tu me rejoins. Je suis souvent un peu gênée par le concept de sortie. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'à chaque fois, amener les uns et les autres à parler... Sortie, indignation, action forte. Oui. C'est peut-être bon de parler, ça voudrait dire qu'on est au courant de la situation et on se sent indigné peut-être, mais je crois qu'à l'allure, l'évolution des choses, il faut aller au-delà des sorties et puis poser des actions concrètes. Moi j'ai envie de dire ça. Je veux dire, ça commence par une sortie, ça commence par une indignation et ça évolue. Là maintenant, c'est vous qui établissez un calendrier d'évolution des actions. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Non, vous établissez... C'est normé, c'est pas elle. C'est écrit où, monsieur Diolaco? Brice Diolaco. Bon, arrêtons. Il y a des étapes, Marcel. Soyez sincères. Brice Diolaco. Bon, arrêtons. C'est simple. La prise de position d'un gouvernement est responsable face à une situation aussi dangereuse telle que la violence que nous décrivons. Brice Diolaco. Alors, docteur Marcel Simon, je vais reformuler la question. Peut-être que... Non, la question, je l'ai compris. Voilà, je veux dire, mériter au moins une action. Est-ce que ces crimes méritaient au moins une action visible, soit du ministère des Affaires sociales, soit du ministère de la promotion de la famille. Affaires sociales, promotion de la famille, la justice, il y a tout un ensemble. Commençons par ces parce qu'il y a un ministère justement qui doit promouvoir la cellule familiale, qui doit aider à l'émancipation de la femme, au bien-être de la femme. Ce ministère, la promotion de la femme et de la famille. Je vais peut-être rejoindre un pan de son idée, parce que lorsque vous insistez sur le ministère, parler du ministère de la femme, on vous dira que ce n'est pas une action couplée, parce que c'était une affaire de conjoint. Vous comprenez pourquoi j'insiste que ça devrait interpeller par contre toute je veux dire, il y a eu Nanga et Boko, il y a eu la dame de Simalène, il y a eu la jeune fille de 12 ans, il y a eu un autre crime à Bonabéry récemment. Je voudrais qu'on prenne un cas précis. Et puis si on prend le dénominateur commun qui est le crime, la promotion, le ministère de la femme devrait se lever, la famille devrait se lever, la justice devrait se lever, la société civile devrait se lever, les hommes politiques que nous sommes devront nous lever. Ça veut dire que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est interpellé. Maintenant, ce qui m'intéresse... En fait, vous refusez d'insister sur le ministère de la femme et de la... Non, c'est le ministère en chef, c'est le premier en tout cas. C'est le premier en tout cas. Puisque je fais que vous dire ici que d'ailleurs la famille est la première structure de socialisation. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant a échoué, je suis désolée de le dire, lorsqu'un enfant a échoué, la première personne qu'on incrime, c'est sa famille. Excusez-moi de vous le dire. Lorsqu'un enfant a un comportement qui est déplorable à la limite, qu'est-ce qu'on interpelle généralement? D'ailleurs, les hommes vont vous dire, elle se comporte comme sa mère. C'est une erreur, ça fait mal, mais il faut qu'on se dise la vérité. Lorsqu'un enfant a échoué, c'est la famille qui est interpellée. Maintenant, après la famille, on va vous dire, bon, il y a aussi les pères, les relations avec les pères, parce que ça commence par la famille, après ça va à l'école ou dans la société. En chemin, il y a l'État qui instruit, qui donne ce que j'ai dit à l'entame ici, qui développe un système de régulation ou de contrôle social permettant aux uns aux autres de pouvoir contrôler les habitudes. Mais je dis bien que tout part de la famille. Il faudrait bien qu'on s'arrête à ce niveau et qu'on pèse ce mot-là. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons tous jeté le tort sur l'État du Cameroun. Nous avons tous jeté le tort sur le gouvernement. Pourtant, il a dit quelque chose de pertinent à l'entame de son propos, en démontrant que les parents ne savent plus ce que font leurs enfants. Les enfants ne savent même plus ce que font leurs parents. Je dis, faites une enquête banale là dehors, vous vous rendez compte que très peu de parents mangent avec leurs enfants à la maison. Vous savez, la symbolique qu'on avait à manger ensemble, à table, en famille, la symbolique était très forte. Mais certains militants viendront vous dire, voilà, certains hommes politiques vous diront, non, la vie est tellement chère où on ne peut plus manger ensemble. Je veux dire, et c'est basique. À l'époque, est-ce que tous les foyers mangeaient ensemble en famille?
Oui, il y avait oui, on mangeait tous ensemble. Tous les foyers. D'ailleurs, non seulement... On se souvient de la fête du père, le père qui mangeait seul. Non, excusez, je vais aller même plus loin. On mangeait ensemble et je crois que c'était d'une forme de socialisation très forte même. Non, je veux dire, parce qu'on n'avait même pas de plats. Je me rappelle à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On nous mettait une grosse bassine, un gros plateau au centre et seul le père était servi. Léla. Je ne sais pas si vous aviez vécu ce schéma parce que moi je l'ai vécu. Seul le père était servi. Votre réalité n'est pas la nôtre. Non, je rappelle un schéma parce que vous avez voulu démontrer qu'il est faux. Je dis seul le père était servi. Non, j'ai pas dit et les enfants avaient tout un plateau dans lequel ils se servaient. Et vous voyez, cette action inculquait beaucoup d'autres valeurs à l'enfant. L'esprit de solidarité, l'esprit de partage, l'esprit d'entraide. C'est-à-dire, dans ce même plateau, la maman démontrait à l'enfant que le problème de X, c'est le tien. Mais maintenant, nous sommes dans une société où l'individualisme a pris le pas sur la conscience collective. Voilà le véritable problème. Chacun maintenant dans une logique de... Quelqu'un m'avait donné une expression, le mapaïsme, ma part d'abord. Voilà ce que nous développons aujourd'hui. Et ce même phénomène de mondialisation qui, malheureusement, devrait être le bienvenu avec les technologies, les TIC que nous avons aujourd'hui. Il semblerait, d'ailleurs, tout porte à croire que l'Afrique tout entière s'est embourbée dans un engrenage dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Voilà le véritable problème. L'Afrique a perdu ses repères. Ce n'est pas une problématique propre au continent. J'ai pas envie de dire continent camerounais, même comme le Cameroun commence à devenir un continent, mais c'est pas une situation propre au Cameroun, puisqu'à l'entame, je vous parle d'un fait social, c'est-à-dire d'une chose qui se retrouve pratiquement partout. Mais à chaque fois qu'on aura des argumentaires selon lesquels c'est l'état du Cameroun, c'est le coût de vie qui est cher, c'est la... D'ailleurs, j'ai cru entendre que le salaire, j'ai envie de dire que le salaire a été dévalué 2 fois de suite au Cameroun. Aujourd'hui, il n'est pas bon, certes, mais il est mieux que ce qui était hier. Docteur Marcel Simon, on entame à peine le premier, on finit à peine le premier trimestre de l'année 2023. On a déjà autant de meurtres, de sang qui coulent. On a déjà tellement de femmes, de mères, d'hommes qui décèdent de façon aussi tragique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça cesse? Oui, il faudrait bien qu'on s'arrête et qu'on repense notre société. Ça, je le dis avec la dernière énergie possible. Qu'on s'arrête et qu'on repense notre société, Léla. Je crois que le processus de mondialisation est en train d'emballer toutes les valeurs sociales. Je veux dire dans l'urgence aujourd'hui. Dans l'urgence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence aujourd'hui? Je continuerai à dire que la première chose à faire, c'est qu'on s'arrête tous et qu'on repense. Quand je dis repenser, c'est redéfinir les nouvelles règles sociales, les nouvelles normes sociales, mettre sur pied un nouveau contrôle social. C'est pourquoi je dis on s'arrête et qu'on repense notre société. La mondialisation, la modernisation et tous ces gros concepts, globalisation, je suis le seul qui pense qu'elle est en train de nous envoyer. Alors, Maître Achille, tout à l'heure, vous avez souligné la responsabilité de l'État dans tout ce qui se passe. Est-ce qu'il est possible de sortir de cette spirale? Je veux dire, dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? On a tous ces meurtres enregistrés depuis le début de l'année 2023. Finalement, c'est une année qui s'annonce très saignante, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Comment est-ce qu'il faut agir pour sortir? Oui. À court terme, le gouvernement doit prendre de la main. Il s'agit des crimes. Quel est le mécanisme mis sur pied par le gouvernement de la République pour juguler le crime? Mais dans les cas comme celui de Nanga et Boko, quand le principal suspect est déclaré... Oui, voilà pourquoi à l'entame de cette émission, quand vous m'avez posé cette question, je vous ai dit que j'étais très mécontent, j'étais très déçu d'avoir appris que le principal suspect a été, s'est suicidé, dit-on. Alors, maintenant qu'il est suicidé, l'action publique à son égard s'éteint et peut-être s'il y a des coauteur ou des complices, ben voilà, on verra ce que ça va donner. Mais laissez-moi tout simplement... Sauf que selon la presse, on n'avait pas encore mis la main... selon la presse, il a dit avoir agi avec, je pense, 7 personnes. 7 personnes. On n'avait pas encore mis, selon la presse également, on n'avait pas encore mis la main sur les autres personnes. Peut-être mes données, peut-être mes sources sont pas bonnes.
Je préfère prendre les vôtres puisque vous êtes la du presse domaine. écrite, oui. Oui, parce que j'ai plutôt dit que les 16 suspects étaient en exploitation également. Bon, s'ils courent encore, j'espère que les forces de maintien de l'ordre. Donc on disait que dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'urgence, il faut absolument que l'État reprenne la main. Il faut que l'ordre revienne dans notre cité. Je vais prendre un exemple simple pour vous dire pourquoi l'État doit reprendre la main. Ce matin, je vous dis ce qui s'est passé ce matin, et c'est bien parce que ça parle de la violence. Ce matin, à Bazou, c'est mon village. Hier, ils se sont mis, 2 jeunes garçons discutaient, ils se mettent à bagarrer. Le troisième vient séparer. Celui qui se dit trop fort prend un couteau et le poignard qui décède. Ce matin à Bazou? Non, je dis hier. Hier à Bazou. Ce matin donc, la population du quartier, le quartier où celui-là est décédé, on appelle ce quartier Nyemak, dit on ne laissera pas ça passer. Et ce matin donc, ils sont venus donc chercher son bourreau, l'ont tabassé, l'a mené devant la mairie de Bazou, le brûlé vif. Il y a les images, je ne vais pas les montrer. Ceux qui nous écoutent savent ce que je dis. Le brûlé vif. Maintenant, les 2 sont décédés. Et la victime, et le bourreau qui est une nouvelle victime. Maintenant, vous allez voir que on va laisser passer. L'État doit reprendre la main parce que tous ceux qui ont gravité autour de ça doivent être poursuivis. Puisque si les gens qui ont brûlé, si les gens qui ont tapé ne sont pas poursuivis pour leur dire que nous sommes dans un état de droit, c'est la violence généralisée. D'autres familles pourraient également prendre ce qu'on le phénomène de retour pour venir là-bas, mettre également au banc des accusés ceux qui sont venus dans l'autre quartier confort chercher ce garçon. Je ne soutiens personne, mais juste montrer que voilà un cas de figure où l'État doit prendre de la main. La violence doit cesser dans la cité. Pas parce que l'État n'a pas les moyens, mais parce qu'on gère au cas par cas. Il faut frapper fort. L'État doit reprendre la main. Pour reprendre la main également, il y a des préalables. Est-ce que vous savez que le chômage est une source de déviance? Lorsque les jeunes au quartier ne font rien, vous voulez qu'ils fassent quoi? Puisque quand ils vont commencer à faire les commentaires, c'est la routine, ils vont tomber sur les jeux au hasard, que je pense même que l'État devait réguler ce secteur, les jeux de hasard, qui aujourd'hui pilulent partout, ils vont tomber sur les cartes, les pokers. Après ça, c'est le chanvre qu'ils vont prendre. Et puis, on ne maîtrise plus rien. Voilà le cycle de la violence qui commence comme ça. Lorsque vous voulez recadrer un enfant, un petit frère, un cadet, mais lui, il va plutôt vous dire de vous méfier de lui. Vous pensez que tout ça, c'est quoi? C'est d'abord la socialisation qui est ratée, comme le disait le docteur. Et justement, quand ce genre de situation se passe, on regarde d'abord la cellule familiale. La cellule familiale est une cellule qui est fauchée. Une cellule où le père n'a pas le droit de parole. Une cellule où le père ne peut pas dire à l'enfant ne sors pas et l'enfant écoute. Une cellule où on ne parvient pas à manger 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que le père fauché, la maman fauchée, l'aîné qui a peut-être trouvé son emploi quelque part se retrouve également à la rue parce que licencié. La famille, c'est chacun se bat. Et quand vous avez un enfant peut-être de 15 ans, de 16 ans, 17 ans, qui peut déjà sortir, ramasser n'importe quoi, aller vendre aux Chinois et Libanais, avoir 500, il fait ce qu'il en veut. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir avec 500 000 dans un secteur et vous en sortir. Le matraquage fiscal. Je prends un exemple. Avec 500 000, vous pouvez ouvrir un débit de boisson. Puisque c'est ce qui est
rapport actuel. C'est ce qui est à la mode au Cameroun avec la moto-taxi. Vous allez vous rendre compte que non seulement vous mettez une petite télévision dehors comme ça là, pour distraire vos consommateurs, la mairie arrive, taxe sur le spectacle. On vous dit que c'est 30 000 par trimestre ou 20 000 par trimestre. Occupation temporaire de la voie publique au TVP. L'impôt de ceci, taxe d'hygiène, ceci, c'est ça. Vous vous retrouvez en train de vouloir fermer votre petit commerce. Et quand vous résistez, vous voyez que voilà le Chinois, voilà le Libanais, à qui l'État a donné le droit, la possibilité de vendre en détail, en gros et en demi-gros. Nous partons où? Je vous dis, même s'il faut blâmer la cellule familiale, il y a également des réflexions qui amènent à leur accorder des circonstances atténuantes, puisque l'enfant qui aujourd'hui ne comprend plus le père et qui se retrouve en mauvaise compagnie, ne l'est pas parce que le père a été incapable, parce que le père ne peut pas. Pourquoi le gouvernement de la République, le gouvernement de 82, suffoque les Camerounais? Comment sortir de cette spirale? Est-ce que la tradition peut aider? Alors, la tradition peut aider, mais déjà, il faut déjà qu'on ressuscite ces affaires de tradition. Elle-même qui est déjà modernisée. Parce que quand nous disions que nous ne faisons plus tellement recours à nos traditions, c'est parce qu'on a l'impression qu'elles se diluent finalement dans la modernité. Ce qui n'est pas quand même anodin, puisque si nous sommes dans le cadre d'un État moderne, tel que nous avons choisi de l'imaginer ou de l'envisager, alors il faut aussi comprendre que nos traditions ancestrales, coutumières, finissent par se diluer dans le système. Donc on n'a plus de tradition. Je ne sais pas qu'on n'a plus de tradition, mais ces traditions, en réalité, perdent un peu de leur superbe, perdent un peu de leur originalité au fur et à mesure que le temps passe. Même si, de temps en temps, même s'il y a ici et là des entreprises de reconquête, de régénération encore de ces... Si la tradition ne peut pas nous aider, comment on fait donc? Effectivement, pour ne pas s'attarder sur la tradition, qui en réalité, dans le cadre de notre débat ici, ne peut pas vraiment nous aider. Parlons de l'État. Parce que il fut un moment, on disait que le gouvernement n'agit pas, il réagit plutôt. Mais même cette réaction est en train de se faire attendre. Même la réaction de l'État aujourd'hui. Le docteur Simon nous faisait certainement comprendre que non, si l'État ne réagit pas, cela ne veut pas dire qu'en arrière-plan, rien ne se fait. Sauf qu'on ne voit pas. Qui n'agira pas, je veux dire. Ou alors qui n'agira pas. Sauf que là, nous sommes dans des cas qu'il faut rattraper. Il y a un crime qui se déclare. Il y a un crime qui a été commis. Ou des crimes qui ont été commis. Des actes de violence. On parle du phénomène des microbes. On parle des assassinats. Ainsi de suite. Alors là, mais ce n'est plus, on ne doit plus rester au niveau de l'État va. Qu'est-ce qui est mis en place? Donc l'État doit cesser de réagir. Il doit agir vraiment. Et j'ai souvent coutume de le dire, un gouvernement, c'est l'efficacité. S'il y a un gouvernement qui existe, c'est pour que les choses soient menées de façon efficace. Il faut que les organes, les structures qui sont créées, que ce soit ministère, que ce soit programme de ceci, programme de cela, que ces programmes fonctionnent et que leurs résultats soient visibles sur le terrain. Encore, qu'il faudrait même encore adapter ces programmes, parce que ce sont généralement des programmes importés qui sont souvent dictés ou imposés ou, c'est pas moi, inspirés de programmes de financement ou internationaux. C'est pour ça qu'on va revenir sur la CSU tout à l'heure. Donc, et donc, ça ne répond pas, ou alors, même si c'est attendu, ce n'est pas implémenté de telle sorte que ça réponde aux besoins réels, ponctuels du citoyen. Brice, on sort de ce sujet avec vous. Comment est-ce qu'on sort de cette spirale de violence? Pour une fois, je suis d'accord avec Mme Simon. Pour une fois, de tous les plateaux que nous avons fait ensemble. Elle également. Parce que
elle reconnaît à Mondo Vision que le gouvernement RDPC a échoué dans la politique de socialisation des jeunes. Et elle précise en disant ceci, il faut repenser le pays. Il faut repenser la politique de socialisation. Merci, Madame Simon. Vraiment, c'est difficile d'avoir des communicants aussi lucides comme vous. Comment on sort de cette spirale, Brice? Lorsque vous posez la question à savoir, est-ce que la tradition peut intervenir à un moment donné dans la mesure où elle peut nous apporter une solution? Lorsque vous voyez, ou alors vous regardez un sous-préfet intimider un chef traditionnel, lorsque vous voyez des préfets blâmer un chef traditionnel devant ses sujets, devant sa population, vous croyez que ce chef traditionnel aura encore du respect ou les populations auront encore du respect envers leur leader? Vous pensez que ce chef traditionnel peut mettre encore sur pied un comité d'autodéfense pour surveiller sa petite circonscription? Non. Lorsqu'on intimide un chef traditionnel, lorsque le pouvoir du décret, le pouvoir décrétal, prime sur le pouvoir traditionnel, c'est-à-dire un pouvoir qui a été remis par Dieu, à travers un décret, on vient vous dépouiller de votre compétence naturelle. Vous pensez qu'à ce moment-là, vous pouvez encore mettre sur pied des mesures de sécurisation de votre propre population? Non. Voyez comment, je passe sur le contrôle des sociologues, voyez comment est-ce que le problème allait lorsque la tradition fonctionnait normalement, lorsqu'elle n'était pas encore dépouillée par une administration dictatoriale. Comment est-ce que ça se faisait? Lorsqu'on a un problème au niveau de la famille, on interpelle d'abord le chef de famille. C'est-à-dire chaque famille a un chef. Généralement, on l'appelle le grand-père. On interpelle le chef de famille. Le chef de famille convoque les partis et puis essaye de trouver la solution. Si il ne parvient pas, alors il renvoie au niveau du chef de quartier. À ce niveau, si le chef de quartier ne parvient pas toujours à trouver une solution, on renvoie au niveau du chef supérieur, généralement qui est le chef du village. Si la sentence n'arrange pas les deux parties et que le phénomène continue, qu'est-ce que le chef du village fait? Il demande à ce qu'on ramène, soit au niveau d'un poste de police le plus rapproché, soit au niveau d'une brigade de gendarmerie. Et à ce moment, la force revient à la loi. Mais aujourd'hui, avec ce que nos responsables traditionnels sont devenus. Le problème a été souligné, Brice. On sort de ce sujet, Brice. Comment est-ce qu'on sort? Je suis en train de sortir. Oui, comment, en termes de solution, Brice, on n'a plus beaucoup de temps. On doit parler de la CSU. Puisque vous avez parlé de la tradition, c'est pourquoi je vous réponds. Oui, la tradition a été adressée à M. Vous voyez donc que la tradition, les chefs traditionnels détenteurs de ce pouvoir ont été dépouillés des 10 pouvoirs par une administration sans foi ni loi. Maintenant, l'une des solutions également, c'est de repenser la politique de socialisation qui a été échouée, mal pensée ou moins, échouée même dans son implémentation, comme le docteur Simon venait tantôt de dire. Il faut repenser. Et aussi, elle a également évoqué le contexte de mondialisation des mœurs, ou alors dans la globalisation des mauvaises pratiques qui englobent le Cameroun. Là aussi, c'est aussi vrai. Il faut l'avouer. Parce qu'en réalité, il y a dans certains pays, je vais prendre 2 cas, comme par exemple 2 cas du Maghreb, la Tunisie et l'Algérie. Là, je passe sur le contrôle de Maître Achille Ojo pour dire que dans ces États-là, l'Internet est parfaitement contrôlé. Les réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp, si vous envoyez les nudes d'une personne, ça ne passe pas. D'office, c'est clair. Si vous envoyez des vidéos aussi violentes, ça ne passera pas. Et ce contrôle-là est effectué par qui? Par l'État. C'est par l'État. Nous allons parler et marteler. C'est justement parce qu'il y a un gouvernement qui assure, qui se rassure que la population ne consomme pas des mauvaises pratiques qui peuvent encore se répercuter sur cette même population. Et c'est la raison pour laquelle ces réseaux-là sont bien contrôlés. D'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des ministres qui passent le temps à insulter dans les réseaux sociaux, qui passent du temps même à menacer dans les réseaux sociaux à travers leur compte personnel. Et vous croyez que ce sont des exemples-là? Non. Il n'y a que dans un régime dictatorial comme celui qui nous dirige aujourd'hui qu'on peut concevoir cela. D'accord, Brice. Et pour sortir définitivement, puisque vous ne m'avez absolument jamais refusé, pour sortir définitivement, je pense que avec plus de 40 ans d'échecs de gouvernance où
personne n'arrive à comprendre réellement ce qui se passe. Il était mieux que le RDPC respecte le verdict des urnes en 2018, c'est-à-dire ce verdict qui a donné merci Brice. Merci Brice. Vainqueur de l'élection. Merci Brice. Il aurait formé un gouvernement qui prendrait en compte les aspirations du peuple. Voilà réellement. Merci Brice. Alors, concevez-vous. Merci Brice. On parle à présent. On parle santé à présent avec. On parle santé avec la mise en place de la couverture santé universelle. Le programme a été récemment lancé par le ministre de la Santé publique. On repart avec vous, docteur Marcel Simot. Comment est-ce que vous appréciez cette innovation, la mise en place de la CSU? L'enfant est né, même pas césarienne, nous sommes des femmes, vous savez. Tout ce qui entre, quelqu'un disait, finit par sortir. D'aucuns vous parlera de l'an 2000, Santé pour tous. Oui. D'aucuns vous diront c'est des vieux projets. D'aucuns vous diront c'est monté, c'est descendu. Mon grand-père disait la banane qui va mourir, même dans l'eau, elle finit par mûrir. Simplement, une façon pour moi de dire c'est un projet que j'ai salué, j'ai apprécié, j'ai applaudi. Et j'ai dit enfin. Maintenant, lorsque je finis de dire enfin, je ne me couche pas et je dors. Je dis vraiment vivement que Monsieur le ministre mette un ensemble de mécanismes sur pied pour que rien ne constitue, ne soit frein ou obstacle à l'évolution de ce projet. Parce que tout semble être mis sur pied, des petits plats semblent être mis dans des grands pour pouvoir amener, n'est-ce pas, de manière progressive, les Camerounais à retrouver progressivement la joie sur le plan sanitaire, sans pour autant dénigrer les anciennes actions qui étaient déjà menées, parce que chaque fois que les gens veulent en parler, on va leur parler de manière négative de l'état du Cameroun. Je veux dire, sur le plan sanitaire, vraiment, on peut s'asseoir et souligner un ensemble d'éléments qui ont été posés. Vous conviendrez avec moi, je dirais que sur le plan même de la santé, avec les vaccins, on avait quand même ce privilège-là au Cameroun de jouir, pour ne pas dire de bénéficier, de vaccins de la naissance, pratiquement 9 mois. Chez les enfants. Nous avons même déjà cette prise en charge au niveau du VIH-Sida qui était gratuit. On avait cette réduction au niveau même de certaines pathologies qui étaient prises en compte. À un moment, on parlait des paludismes à l'état primaire et tout. Donc aujourd'hui, cette première phase qui vient réduire le taux de mortalité, parce que ça, le ministre a été très clair là-dessus, qui vient mettre une réduction considérable au taux de mortalité, une réduction au niveau de décès maternels, une prise en charge des maladies comme le paludisme, le VIH-Sida, les insuffisances rénales. C'est une initiative là qu'il faut saluer, qu'il faut apprécier. Maintenant, vivement que la main-d'œuvre, que la ressource humaine soit mise sur pied pour que aucun acteur, aucun élément de la chaîne n'entrave le bon déroulement de ce processus. Alors, tout à l'heure, nous allons prendre au téléphone un médecin, le docteur Roger Tapaille. Il n'a pas pu être sur le plateau avec nous, mais nous allons l'avoir au téléphone pour avoir au moins le regard de ceux qui sont finalement au cœur de ce processus. Est-ce que cette initiative vous fait rêver, Moïse Tau? La couverture santé universelle a été tellement attendue au Cameroun. Et dans le meilleur des mondes, nous nous serions vraiment réjouis de son lancement, enfin. On ne peut plus finalement continuer à voir les gens mourir de paludisme au Cameroun. On ne peut plus continuer à voir des femmes mourir sur les tables d'accouchement aujourd'hui. On ne peut plus continuer à voir des personnes dialysées souffrir du manque de kits de dialyse. Les cas sont légion. Il y a tellement de manquements ou alors tellement d'insuffisances qui émaillaient notre système sanitaire au Cameroun. On avait déjà marre, ou on a
toujours mal parce que nous sommes toujours en train de... Ça vient d'être lancé, on va voir tout, dans les mois ou les années, les mois, je veux dire, à court terme, ce qui va suivre. Comment on en avait marre de voir les ménages, les familles souffrir du manque de moyens pour pouvoir avoir accès aux soins médicaux. Encore même, non seulement aux soins médicaux, mais aux hôpitaux déjà. Parce que on attend toujours la carte sanitaire du Cameroun. Il y a des progrès, certes, c'est à mettre à l'actif du gouvernement, mais il y a encore des poches de non-couverture sanitaire. Bon, considérant donc tout cela, lorsque on regarde la couverture au niveau de ce qui a été mis sur pied, les plateformes de lancement, d'enregistrement, je veux dire, et tout ça, je ne peux pas vraiment vous dire si les résultats, on n'est pas encore à la phase des résultats ou à l'évaluation, on est à la phase de lancement, nous ne pouvons que nous réjouir. Bon, le mot est bien trop grand, nous pouvons saluer en fait le lancement de cette couverture sanitaire parce que beaucoup d'espoir, et je préfère mettre les camarades de Dr Simo vraiment en garde parce que beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette couverture santé universelle. Il ne faudrait pas que les espoirs soient déçus. Alors Brice Djolako, vous êtes également satisfait, vous nourrissez beaucoup d'espoir? D'emblée, je voudrais dire avec beaucoup d'amertume que c'est une autre escroquerie de trop. Ça va vous surprendre. Le projet a fait lancer. Vous voyez, lorsqu'on essaye un peu d'interroger les différentes pathologies qui sont contenues dans ce programme, on se rend à l'évidence que ce sont des pathologies dont la prise en charge au préalable était déjà gratuite. Vous parlez du paludisme chez les enfants de 0 ans. On parle du paludisme, on parle du VIH-Sida, pas de la tuberculose, etc., etc. On se pose donc la question de façon technique, méthodique. Comment se fait-il que des maladies qui au préalable étaient déjà prises en charge par les pouvoirs publics, au moins à 50%, se retrouvent encore dans un contexte où on dit qu'il est nouveau? C'est une escroquerie de plus et de trop. Là, maintenant, parlons maintenant le plan financier. Lorsque je préparais cette émission, quand vous m'avez envoyé le thème, je suis allé vers un professionnel. Parce que je ne comprenais pas comment se fait-il que les Camerounais se font encore arnaquer de cette façon. Et il a été clair dessus. Et les analyses sont concordantes avec tous les professionnels qui ont participé à l'implémentation de certains programmes. Ils sont d'accord là-dessus à dire ceci. La mobilisation, avant de mettre sur pied un tel programme, il fallait d'abord mobiliser les ressources. Parce que lorsque vous analysez techniquement dans ce programme, il convient de relever là, à l'instant, que dans les normes, en principe, l'État devrait payer à lui seul la prise en charge de certaines pathologies. Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, les moyens n'ont pas été mobilisés avant. Et on vient vous vendre un concept qui n'est pas fiable. J'espère bien que vous comprenez très bien ce que je dis. Il faut mobiliser de l'argent pour cela. L'État ne nous montre pas comment, par quelle méthode, le gouvernement, pas l'État. L'État, vraiment, c'est un abus de langage. Le gouvernement ne nous montre réellement pas par quelle méthode est-ce qu'ils vont payer les soins là. Ce qui est inadmissible, ce qui est une escroquerie. Et lorsqu'on analyse un peu, tel que les spécialistes nous font comprendre, sur le plan médical, vous allez vous rendre compte. On parle beaucoup plus des kits d'hémodialyse, les opérations, les séances d'hémodialyse, bien sûr, oui. Mais ce n'est pas la seule méthode de traitement d'une pathologie comme l'insuffisance rénale. Maintenant, est-ce que vous savez bien que une hémodialyse, une séance d'hémodialyse, le patient doit dépenser entre 60 000 et 100 000 francs, malgré l'arrivée de cette méthode, de ce programme. Je dis entre 60 000 et 100 000 francs pour une séance d'hémodialyse. Mais le programme est donc venu changer en quoi?
J'ai vraiment envie de C'est le réel problème qu'on se pose. Le programme est donc venu changer en quoi? Parce qu'ils disent que là, peut-être environ 5 000 francs vous suffiront simplement pour aller à une séance. Mais sachez que dans les hôpitaux privés, ce n'est pas le cas. Mais ce programme ne couvre non plus l'hôpital privé. C'est uniquement dans les hôpitaux publics. Or, connaissant bien ces hôpitaux privés, parce qu'ils suivent également, ils ont aussi les problèmes de fiscalité tels que Maître Achille venait tantôt de le dire. Pourquoi ne pas aussi couvrir les soins dans ces hôpitaux privés? Il y a donc problème. Donc vous comprenez que ce soit sur le plan financier, sur le plan médical et même dans l'implémentation, il s'agit là d'un programme mort-né. Et ça nous revient encore dans l'histoire où on nous appelait Santé pour tous en l'an 2000. Madame Simon, faites-nous d'abord le bilan de cette affaire de Santé pour tous. Avant de nous escroquer à nouveau, dites-nous combien de personnes ont bénéficié de ce programme. Le bilan aujourd'hui n'existe même pas. Et même si ça existait, les Camerounais savent déjà ce qui s'est passé. Personne n'a bénéficié de cette affaire. Et aujourd'hui, il revient encore avec un autre programme. Non. Je pense que là, c'est une escroquerie de trop. Alors, sceptique ou bien optimiste, Maître Achille Lodjo? Sceptique. Pourquoi? C'est le 3e plateau que je fais après le lancement de cette couverture santé universelle. Je suis bien outillé pour dire que c'est un autre éléphant blanc. C'est une autre gouffre à souffle des milliards de Camerounais que nous risquons, je suis au conditionnel, que nous risquons encore à en arriver. Pour qu'il y ait une couverture santé universelle, il faut des préalables. Les préalables, en l'espèce, ne sont pas réunis. Je voudrais d'abord dire qu'au Cameroun, actuellement, le principe de la gratuité n'existe pas. C'est-à-dire que quoi? Le malade choisit son hôpital. Il va, paye les soins de santé qu'on lui administre directement. À l'exception de certaines sociétés qui subventionnent ou remboursent les frais de santé de leurs employés assurés, à l'exception également de la CNPS qui subventionne également certaines pathologies, certaines situations. Alors, lorsque vous prenez d'abord le package tel que prescrit par le ministre ou alors presque dévoilé par le ministre, je rejoins Brice là-dessus. Vous allez voir la tuberculose, le VIH, le paludisme, l'accouchement, la femme et tout le reste. Je crois qu'ils disent aussi les consultations des enfants jusqu'à 5 ans. Ce sont les mêmes, je dis que ce sont les mêmes, c'est le même package que la CNPS, à quelques exceptions près, accorde. La CNPS rembourse les frais d'accouchement et de consultation anténatale, c'est-à-dire avant l'accouchement. Pour ceux qui sont inscrits, mec, sans vous couper. Non, sans vous couper. Pour ceux qui sont inscrits. La CNPS, n'importe qui va comprendre, il y a des dire CNPS également prend en charge la consultation des enfants jusqu'à un certain âge. Lorsque vous revenez toujours dans le package, vous vous rendez compte que c'est déjà subventionné par le gouvernement à travers l'appui de certains partenaires bilatéraux, n'est-ce pas, qui nous aident dans ce sens. Donc, pour dire simple, le gouvernement prend un paquet, donc une liste de maladies déjà gratuites, vous dit que c'est ça qui fera l'objet de la couverture santé universelle en ce qui concerne la première phase. C'est une escroquerie. Et maintenant, le groupe technique de travail qui a fait la réflexion là-dessus vous dit qu'il nous faut en moyenne 1400 milliards, à savoir 1000 milliards équivalent, je veux dire à peu près 1000 milliards pour le gouvernement, la charge du gouvernement, et 350 milliards pour les ménages, 50 milliards les partenaires, les promesses et autres. À savoir maintenant que les 350 milliards, c'est les ménages, c'est-à-dire que ce n'est pas le système de mutuelle que vous devez payer, parce que ne pensez pas que vous allez vous lever comme ça, c'est ce que la population doit connaître. Vous n'allez pas vous lever comme ça et dire que je suis un insuffisant rénal et je pars à l'hôpital pour bénéficier de ça. Non, il faut déjà s'inscrire et payer votre quote-part. Donc c'est cette quote-part-là qui doit donner de façon prévisionnelle 350 milliards des ménages. L'État du gouvernement, je veux dire le gouvernement de la République, a pratiquement 1000 milliards.
ça sortira d'où? Puisque le ministre, j'étais en face de lui dans un autre débat, lui-même, il reconnaît ce que je dis là. Il peut démentir, il peut demander un droit de réponse. Lui-même, il a reconnu que dans le budget de 2023, ce n'est pas inscrit. C'est-à-dire que ces dépenses-là ne sont pas inscrites dans le budget 2023. Vous voyez que nous naviguons à vue. On veut tout simplement plaire au président de la République. Autre chose, il faut des institutions d'appui, comme l'officine des pharmacies. Il faut déjà s'assurer qu'on a toiletté le fichier des pharmacies, être sûr, permettez, c'est très important, on reviendra avec vous. Être également sûr qu'on a l'approvisionnement des médicaments de façon, parce que vous pouvez arriver à l'hôpital, vous pouvez souscrire, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit qu'il n'y a pas le médicament. C'est pourquoi la centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et médicaments essentiels, la CENAM, doit être au centre de cette opération. Notamment, il y a aussi les laboratoires. Vous devez vous assurer que tout ça est au beau fixe. Ça, c'est ce que j'ai appelé les préalables. Le personnel doit être bien formé, motivé. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez tout cet ensemble, les conditions ne sont pas réunies pour qu'aujourd'hui au Cameroun, on nous parle de couverture santé. D'accord, on va prendre l'avis d'un médecin qui est également avec nous. Il est au téléphone avec nous, le docteur Roger Tapa. Vous êtes avec nous, docteur? Oui, bonjour. Alors, bonjour, docteur. Comment est-ce que le médecin que vous êtes apprécie la mise en place de la CSU, la couverture santé universelle au Cameroun? En tant que citoyen d'abord, oui, qui vit tout ce qui se passe sur le terrain, oui, je ne trouve pas qu'on a avancé dans la résolution des problèmes de santé. L'un des gros problèmes de santé ici au Cameroun, c'est la prise en charge des gens en urgence. Oui. Et on continue à assister à des malades qui meurent parce qu'on attend qu'ils achètent le carnet santé à l'hôpital. Il n'y a personne pour l'acheter à 2000. On continue à voir les malades qui meurent pour 200 000 de caution après l'accident à l'hôpital général et autres. Donc, il y a un préalable qu'il faut assurer pour avancer des choses plus compliquées. Si je m'en tiens à l'analyse financière que un copanéliste vient de faire tout à l'heure, vous devez remarquer des choses qui ne cadrent pas très aisément. Vous n'avez pas besoin d'être un financier pour comprendre. Quand le gouvernement dit qu'il lui faut 1000 milliards et qu'il faut 350 millions des ménages, les 1000 milliards viennent d'où? Ce n'est pas des ménages. L'État prend son argent où? Quand il parle des partenaires tout le temps, est-ce que les partenaires vont apporter tout ou partie? Si oui, vous demandez à une population qui est déjà accablée par le coût de vie, par l'absence même de justice sociale, parce que quand on parle d'une mutuelle des familles, on parle de la notion de justice sociale qu'on bafouille. Si vous voyez comment on gère le bien public au Cameroun, on n'est pas prêt pour les mutuelles, parce que celui à qui on cotise, qu'on donne, qui s'en va, qu'est-ce qu'il devient? Et que deviennent les populations qui ont cotisé? On parle de la centrale d'achat des médicaments. J'ai eu le privilège de participer à la mise en place des CAP et la Sénamé. Aujourd'hui, qu'on voit que ces structures battent les ailes, c'est tout simplement déplorable parce qu'il n'y avait pas une notion de justice sociale. Tout l'argent des recouvrements de coûts qui allait à Sénamé et les CAP aujourd'hui, si on soulève ce problème, il y a beaucoup qu'on va prendre à la retraite pour venir rendre compte. Et on n'a pas atteint les objectifs. Donc, sur tout un autre plan, parce que là, on discute des détails, sur un plan beaucoup plus général, aucune population ne va atteindre la santé en soignant les gens malades. Il ne faut pas qu'on se leurre. Quand on cite les maladies, et si vous n'avez pas ces maladies, même si vous avez payé l'assurance, qu'est-ce que vous devenez? Donc, on ne peut pas dire qu'il faut un certain nombre de maladies, une certaine variété ou une certaine tranche d'âge pour bénéficier des avantages en matière de santé. C'est d'abord erroné. Par contre, on peut insister sur la prévention, parce que quand on dit prévention, c'est juste pour dire, la plupart du temps, vous verrez que toutes les mesures qu'on prend, c'est pour les soins, les soins, les soins, les soins.
La prévention, qui a une place capitale ici, est presque survolée. Et vous ne pouvez pas atteindre la santé d'une population sans prévenir. Et vous n'avez pas prévenir la population, la santé d'une population sans regarder l'aspect économique. Regardez la flambée des prix sur le marché au Cameroun. Regardez les salaires qui piétinent. Regardez le personnel sanitaire qui va assurer la couverture sanitaire. Quand un médecin au Cameroun encore touche 200 000, dites-moi, la moyenne des maisons décentes ici de 2 chambres, c'est 180, 160, 140 000. Vous voulez que le médecin, là, il fasse comment? Et quand vous voyez les statistiques, on a moins d'un demi-médecin pour 1000 malades au Cameroun. Vous croyez vraiment que c'est une couverture sanitaire qu'il nous faut? Il y a des choses à redresser avant d'en arriver là. Il y a beaucoup de choses. Et, oui, en gros, les préalables n'ont pas été respectés. Les préalables n'ont pas été respectés, les bases n'ont pas été mises. La notion de justice sociale. Si une communauté fait sa mutuelle et c'est mal géré, qu'est-ce qu'on fait? Qui est responsable? Comment on s'y prend? Parce qu'on a vu ça avec les comités de gestion et les comités de santé avec l'initiative de Bamako. C'est un projet qui marchait très bien, c'est-à-dire les pharmacies dans les hôpitaux, et ça rapportait suffisamment. Mais aujourd'hui, où est l'argent de ça? Est-ce qu'on en parle même? Non. Et les pauvres populations qui ont souscrit à tout ça, elles sont où? À eux-mêmes. Donc, il faut comprendre qu'il y a des bases qu'il faut fixer pour accéder à certaines choses compliquées. Et nous, on survole tous les jours les bases et on va toujours vers des choses plus compliquées. Je pense qu'une fois de plus, je reviens aux mêmes choses que je dis tout le temps. Il faut qu'on s'asseye, qu'on mette sur place un système de santé camerounais avec des priorités camerounaises et un plan d'action et avec un comité de veille stratégique qui peut à tout moment rappeler que non, on était ici. Maintenant, il faut qu'on avance là-bas, ou bien on n'a pas bien fait, il faut le corriger ici. C'est ça le préalable. Et il ne s'agit pas de la lutte des idées, la lutte des individus. On ne parle pas du ministre de la Santé, c'est beaucoup plus important que ça. On ne parle pas de la République, on parle de la santé des populations qui constitue le cœur de chaque développement. D'accord. Et donc pour sortir avec vous, vous n'êtes pas capable de garantir du succès de cette opération? Non, je ne garantis, je ne cautionne même pas déjà l'opération parce que je pense qu'il faut être réaliste. On ne va pas continuer à se tromper. On ne va pas continuer à naviguer avec les principes sophistiqués de l'OMS. Alors, au ministère, on va vous réciter tous les termes possibles du monde, mais la réalité reste la même. Si vous tombez en route, la moto vous cogne, vous allez à l'hôpital, vous allez voir les réalités immédiatement. Il faut qu'on essaie de revenir aux choses fondamentales et qu'on avance selon nous. Parce que depuis les années d'indépendance, c'est l'OMS, tel concept, on passe à tel concept. On ne se rend même pas compte que ça ne marche pas. D'accord. Et ça, c'est très dangereux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Dr Roger Tapas et merci d'avoir accepté de partager votre analyse avec les téléspectateurs de STV. Bon week-end, docteur. Alors, docteur Marcel Simo, Maître Achille Ledjo, tout comme le docteur Tapa, a souligné la capacité du gouvernement camerounais à mobiliser les fonds. Il faut également souligner cette capacité à mobiliser les fonds dans un contexte où la gestion des fonds est l'une des plus grosses maladies qui gangrènent notre système. On a les affaires Covid avec le rapport de la Chambre des comptes, on a l'affaire Cannes. Est-ce qu'on peut vraiment accorder du crédit à cette initiative-là? Donc vous pensez là que toutes les gestions de fonds vont s'apparenter à des bugs informatiques comme au MRC? Non, je ne pense pas. Non, je veux dire le rapport Covid a été fait par la Chambre des comptes. Je vous ai écouté, je vous en prie. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis toujours très gênée et très mal à l'aise lorsque on décide délibérément, avec, c'est-à-dire par bonne foi ou par mauvaise foi, je respecte, mais de tuer des projets dans l'œuvre sous prétexte qu'il y a des soubresauts qui ne fonctionnent pas. Moi, j'ai entendu un médecin, moi je respecte, vous dire que le carnet c'est 2000 francs. Moi, je sais que dans tous les centres publics où j'y vais, c'est 700 francs le carnet. J'ai tout de suite compris que j'ai peur d'avoir affaire à un médecin qui dévie souvent nos malades des centres publics vers les centres privés. Parce que j'en ai souvent été victime. Je vous en prie, je dis et je suis très sérieux dans
lorsque je dis, je vous en prie. Je dis bien, je vous en prie. Tous ceux qui détournent des gens de Kentine dans les cliniques, ce ne sont pas des médecins. De quoi parlez-vous? Permettez que je termine. Quelqu'un qui n'est pas sur votre plateau, il va se défendre comment? Comment vous voulez? Il y a un téléphone, hein? Maître Ledoux, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je poursuis encore mon idée. Maître Achille Ledoux, Maître Ledoux, permettez que je termine. Maître Ledoux, la personne a parlé, on a écouté. Maître Achille Ledoux. J'ai un deuxième élément. Permettez que je souligne le deuxième élément. Je suis toujours, justement, c'est un débat. Permettez. J'ai un deuxième élément. Là, c'est mon Permettez au docteur. Je suis encore généralement très gênée lorsqu'on justifie les comportements des uns et les autres par le fait que le salaire n'est pas bon. Moi, quand j'entrais dans l'enseignement, Leila, on m'a dit c'est un sacerdoce. Je l'ai accepté. D'ailleurs, on a un serment que l'on prête. Alors, je suis très gênée de voir un médecin vous dire, lorsqu'un médecin a 200 000, il va faire quoi? Il va voler. C'est ce que ça veut dire? Non. Et ça, je le dis avec la dernière énergie. Je déteste qu'on explique le comportement malsain de certains médecins parce que leur salaire est réducteur. C'est ce que je veux souligner. Lorsqu'on a accepté de faire un métier, qu'on le fasse avec du cœur. Voilà ce que je dis. J'ai du plaisir à enseigner les enfants, bien que n'ayant pas un salaire considérable. Docteur Marcet. Voilà mon problème, monsieur Ledoux. Et ne me touchez pas là-dessus. Alors quand j'entends un médecin me dire, le salaire est 200 000. Plus personne ne Docteur Marcet Simon, je veux dire, on peut pratiquer un métier avec le cœur, mais il y a quand même les réalités de la vie. Il y a la location, il y a la nutrition, il y a les enfants, il y a les... Je veux dire... Mais moi, ce qui est paradoxal, c'est que lorsque nous entrons dans ce métier-là, nous savons tout ça. Puisque lorsqu'on fait un concours pour être médecin, on ne se lève pas un matin pour être médecin. On ne se lève pas un matin pour être enseignant. Au Cameroun, Léla, on a nos réalités au Cameroun. C'est pourquoi chaque jour, avec les OTS, les trop, c'est trop et tout, on se bat pour qu'il y ait augmentation. Mais je veux dire, Léla, lorsqu'on fait le concours, nous savons que le salaire, voici. Revenons à la question. Alors, si une fois entré, je décide de donner mes services en fonction du salaire, je suis un criminel. Revenons à la question que je pose justement, la gestion des fonds. Vous estimez qu'on perd du temps. Revenons à la question que je pose. Revenons à la question que je pose. Dans la digression. Je vous en prie. Brice. Je vous en prie, soyez un peu très poli maintenant. Docteur Marcet Simon, revenons à la question que je pose, la gestion des fonds au Cameroun. Comment est-ce que les Camerounais peuvent avoir la certitude qu'on ne sera pas face à une autre affaire Covid avec un autre rapport de la Chambre des comptes qui viendra dire que les fonds ont été mal utilisés, les fonds ont été dilapidés? Et effectivement, je crois qu'à l'entame de mes propos, j'ai souligné cet élément quand j'ai salué le projet Léla. Et j'ai d'ailleurs incité le ministre actuel, parce que ce qu'il faut souligner aux Camerounais, c'est que ce n'est pas le ministre actuel qui a mis sur pied ce projet, c'est qu'il est là et puis il est dans la suite de l'implémentation. Mais je l'ai démontré à l'entame de mes propos qu'il y a un véritable problème de ressources humaines qui doit être mis sur pied. Même lorsqu'on vous parle de ressources matérielles, parce que les plateaux techniques également doivent être visités. Ça veut dire qu'il y a même un changement de comportement, de paradigme qui doit être même opéré pour que ce projet devienne un succès. Mais maintenant, si à chaque fois, on reste avec la phobie, avec l'idée selon laquelle dans nos centres de santé sont devenus des mouroirs, j'ai bien envie de demander où est-ce qu'on va amener nos malades, parce que nos populations, parce que d'une manière ou d'une autre, on tombera malade. Mais je veux qu'on développe des stratégies, des discours qui donneront confiance. Il faudrait qu'un climat de confiance renaisse entre le corps médical et la population. Parce qu'en réalité, il y a une crise de confiance qui est installée par rapport à ces médecins véreux qui existent, que je reconnais, Léla, que je reconnais. Mais on ne peut pour autant pas dire que tous nos médecins, tout le corps médical a ce comportement. On a des médecins qui ont le cœur sous la main. On a des médecins qui nous font du bon travail. Alors maintenant que le ministre trouve des stratégies et des moyens pour extirper ces mauvaises graines, afin que les frais qui seront déboursés, parce que d'une manière, d'ailleurs Maître Lodieu l'a dit, les populations doivent également s'enrouler, et quand on parle de l'enroulement, c'est un peu comme cette technique, cette stratégie d'assurance. C'est-à-dire la population a une part à donner. Donc il faudrait que les populations, le peuple camerounais, en s'enroulant dans ce projet, comme on l'a fait à l'Est, près de 7000 citoyens, qu'ils sachent exactement comment sera orienté leur argent et qu'ils aient une assurance sur la gestion de leur argent. Et pour que cette assurance soit faite, il faudrait justement qu'on estipe les mauvais grains de la source pour que le projet porte des fruits. Ma chère Léla, vous savez,
je suis un homme épris de justice quand même. Que ce soit pour ma soeur docteur, je ne peux pas permettre qu'on parle d'elle sur un plateau parce qu'elle ne peut pas se défendre. Vous voyez? Donc elle ne prenne pas ça méchamment parce que le fait de dire que le docteur Roger Tapa serait ou ferait partie de ce genre de médecins qui détournent les malades des hôpitaux publics ou les cliniques privées. Bon, vous voyez, il fallait qu'il soit là pour se défendre et c'est terni même son image. Je traverse là-dessus. Je dis que les préalables ne sont pas respectés. Le docteur le dit. Le gouvernement de la République veut tout simplement faire un forcing. Ça va toujours finir par quelque chose de... Peut-être on va arriver à une gate et entrer à la couverture santé universelle. Les préalables ne sont pas réunis. Je prends un exemple. Docteur Simou parle tout à l'heure avec toute l'énergie et dit non. C'est un débat d'idées. Regardez simplement. Vous pensez, voilà l'eau potable que nous buvons. Elle est potable. Est-ce que le Cameroun a de l'eau potable, le Camerounais? Est-ce que le Camerounais a... Parce que si on n'a pas l'eau potable, on sera toujours malade. Donnez d'abord à votre population le minimum vital, l'eau. Puisque l'eau que nous buvons, le Camerounais n'a pas d'eau potable. Commençons par là. Le Cameroun ne produit rien en termes de santé. On a même l'eau oxygénée dans nos hôpitaux. On achète seulement. Il faut s'assurer par la Sénamé que c'est disponible. Et notre débat, maître. Non, c'est vous qui avez amené le débat ailleurs. Non, je reste pas amené le préalable. Je suis dans le débat. Je vous ai dit qu'il y a des institutions d'appui qu'on devrait huiler. Le laboratoire national doit être à même à répondre aux besoins de la couverture santé universelle. Nous devons être capables de ce que les médicaments sont là continuellement. Est-ce que vous savez que ce n'est que la semaine passée ou surpassée que tout l'Ouest, la région de l'Ouest, recevait son premier matériel ou son kit pour les insuffisants rénaux? J'ai dit tout l'Ouest. Ça veut dire que ceux qui étaient à l'Ouest, qui avaient des insuffisants rénaux, venaient soit à Douala, soit à Yaoundé pour se faire traiter. C'est malheureux. Maintenant, on nous dit qu'il faudrait commencer par la région du soleil levant. Nous ne refusons pas. Sauf que même la population ne connaît pas ce que vous chantez dans leur tête là. Couverture santé universelle, le principe de base. Donc il y a un déficit informationnel. La population ne connaît pas, parce que beaucoup de mes frères et mes soeurs vont se lever, aller à l'hôpital, qu'on a dit que couverture santé universelle, soyez-moi. Non, c'est pas ça. Le Cameroun compte aujourd'hui plus de 200 districts de santé. On devait commencer la mutualisation par là-bas. C'est-à-dire que quoi, vous savez que vous appartenez à telle aire de district, vous devez aller payer vos cotisations là-bas. Si on vous dit c'est 5 000 langues, vous partez, vous payez là-bas, sachant maintenant qu'ayant payé, vous êtes enrôlé. Par conséquent, vous pouvez bénéficier des soins qui sont dans la couverture santé universelle. Autre chose, il faut des protocoles. Il faut mettre sur pied des protocoles de soins. Je prends un exemple. Pour la malaria, vous le patient, vous pouvez arriver, le docteur vous dit, voilà ce protocole. Si vous prenez ce protocole, peut-être vous donnez dans cet autre protocole, vous ne donnez rien. Le malade dit, je veux tel protocole et on administre les soins. Voilà comment ces choses-là doivent se passer. La population est là, laissée à elle-même, le ministre lui-même qui vient vous faire comprendre que vraiment, pour cette année, on n'a pas prévu ça dans le budget. Et quand le docteur Roger Tapa vous dit qu'un médecin au Cameroun qui touche encore 200 000, c'est insignifiant, ce n'est pas pour dire que le médecin n'a pas prêté le serment d'Hippocrate qui est le leur. Non, c'est pour dire que cette affaire de couverture santé universelle ne pourra marcher que si on a un personnel
un personnel bien formé et motivé. Et motivé parce que le personnel peut être là, pas motivé et pas disponible à administrer les soins comme ça se doit. Vous laissez même là, ne vous oriente pas d'aller dans telle clinique, telle autre, mais sauf que n'a pas la motivation nécessaire pour pouvoir vous administrer les soins comme il faut. Maître Lodieu, c'est un crime. Quelles sont selon vous les chances de réussite de ce projet? Ah, bon, vous savez, parlant de chances de réussite, tout à l'heure je parlais, je disais que les espoirs qui sont fondés sur cette couverture santé universelle, c'est à la hauteur des attentes. C'est-à-dire, je veux dire que c'est fondé sur la souffrance que les Camerounais endurent. Bon, maintenant, les espoirs, vraiment, j'ai un bon compte des explications du docteur Tapa tout à l'heure. C'est-à-dire, on se rend compte, qui corrobore en fait ce que Maître Achille Lodieu vient de dire. On se rend compte que les préalables, il y a des préalables qui ne sont pas émis. Et ça rejoint nos arguments précédents. Alors, mais il y a quand même quelque chose à dire, dans le sens que, puisque nous prenons le train en marche, je pense en réalité que le ministre se doit de communiquer. Le ministre de la Santé publique se doit de communiquer urgemment. Parce que on ne le voit jamais. Parce qu'en réalité, on l'a vu communiquer pendant la crise sanitaire du Covid, mais on se rend compte finalement qu'il y a un déficit informationnel criard. Malgré la fiche d'enregistrement qui circule un peu partout et tous les communiqués qui ont été pondus là-dessus, on se rend compte que les Camerounais ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. Quand on parle de couverture santé universelle, c'est comme un fruit qui tombe là contre toute attente et dont on ne connaît ni la provenance, ni la saveur, ou la contenance. Donc, il faudrait une véritable campagne de communication là-dessus. C'est un projet en réalité qui doit être inspiré par le bas et non pas, comme je le disais tout à l'heure, pour exprimer notre crainte au PCRN encore une fois de plus, on a l'impression qu'en réalité, ce n'est pas un programme qui est adapté aux réalités camerounaises. C'est un programme qui était certes attendu, mais qui n'est pas bien mené parce que les préalables ne sont pas respectés. On sera avec vous, Brice, les chances de réussite du projet. 0%. D'accord. Il faut le dire clairement, sans toutefois... le pessimisme, c'est une réalité. C'est une réalité. Merci. Vous comprenez bien. Bon, et une fois de plus, je me réjouis d'avoir Madame Simon sur le plateau. Parce qu'elle reconnaît justement qu'il s'agit d'un éléphant blanc qu'on aurait dû d'abord mettre sur pied certaines mesures au préalable avant même de penser à une telle initiative. Elle n'a pas dit, Brice. Parce que là, elle nous fait justement comprendre qu'il y a également le personnel médical qu'il faut d'abord bien former, soit bien motivé. Et c'est tout à fait normal qu'elle reconnaisse ça. C'est une mère, c'est une dame. C'est tout à fait normal qu'elle reconnaisse ça. Maintenant, les uns et les autres ont suffisamment parlé. Je ne voudrais pas répéter, ou alors non me répéter. Donc, la seule solution qu'il y a maintenant, c'est un peu de faire comme le docteur Simon vient de refaire, c'est-à-dire une refonte totale du système sanitaire camerounais. Vous comprenez bien, il faut refaire. Lorsqu'on parle de refaire le système sanitaire camerounais, vous croyez qu'il s'agit seulement des soins? Non, il ne s'agit pas seulement des soins. Lorsqu'on parle d'un programme, un mort-né comme ce qu'on venait de nous, le ministre nous a présenté à l'Est, ce n'est pas parce que ça concerne uniquement des soins, non. En 2020, à Maroua, les populations ont grévé. Les malades, les patients atteints d'insuffisance rénale ont grévé. Non, ils ont grévé. Pas seulement parce qu'il n'y avait pas de médecins ou il n'y avait pas d'équipe de dialyse. Non. Pour deux motifs. Le premier motif est qu'il n'y a pas d'électricité. Comment les machines vont fonctionner sans électricité? Le deuxième motif, c'est un peu comme Maître Lodieu venait tantôt le dire. Il n'y a pas d'énergie hydraulique, il n'y a pas d'eau potable. Vous allez soigner ces malades comment? Tant que vous n'avez pas d'eau potable.
Donc vous comprenez qu'il y a tellement de préalables qu'il fallait mettre sur pied avant d'engager une telle initiative. Et lorsqu'on parle toujours de l'inertie, de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise foi dans le traitement des personnes, ce n'est pas de la démagogie. Merci en tout cas, comprenez qu'il s'agit là, cet éléphant blanc a été annoncé depuis le discours du 31 décembre par le président de FED. C'est lors de son discours du 31 en 2017 qu'il a annoncé le plan de FED. Parce que le président qui a gagné les élections en 2018, c'est Brice. Depuis 2017 qu'il en a parlé. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Comment se fait-il que de 2017 en 2023, on n'arrive pas à bien concevoir? Merci Brice. En tout cas, on va laisser au ministère de la Santé publique le soin de mettre tout ça en place. Et on espère, pour le bien de tous les Camerounais, que ça va porter des fruits. C'est ce qu'on espère. C'est parce que si ça porte des fruits, ça va bénéficier à l'ensemble de la population. Merci Brice d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci Monsieur Moïse Touk. Maître Achille Ledio. Permettez que je dise un bonsoir particulier à un fils, Ndandan Aristide, de l'autre côté de Bertois. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Dr Marcel Simo. C'est toujours un plaisir. Et un conseil aux Camerounais, enroulez-vous lorsque les projets seront mis sur pied. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.